Hey, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les jours du dimanche. Ouais, pas vraiment, hein, c'est le joueur du quoi, on est quoi, mardi aujourd'hui. Hop là. Je suis votre bon ref, bien sûr. Regardez, j'ai mis l'outfit Magic et on va parler de Magic toute la nuit. Voilà, tout simplement. C'est un peu mon. C'est pour ça que j'ai pas appelé ça le 22 minuit. J'ai commencé vers 22. Bon, voilà, vous connaissez le temps de venir ici, de checker le matos, etc. C'est pas forcément aussi simple que quand c'est chez moi. Mais normalement, ça devrait être beaucoup plus propre hein, en termes d'image et tout, en termes de son. Est-ce que ça va au niveau du son? J'ai l'impression que c'est à peu près OK. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petites modifs à faire. Et je vous explique un petit peu ce qui va se passer ce soir. D'abord, je fais des gros bisous à celles et ceux qui sont dans le chat, à savoir Siola le Roux, à savoir Revani, à savoir Flowizo. Hello Rof, comment ça va? Je suis plutôt là pour du Lorcana, mais ça fait toujours plaisir de t'entendre parler de TCG. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la semaine Magic, puisqu'il y a la nouvelle édition qui sort vendredi officiellement. Elle est sortie d'ailleurs aujourd'hui sur Magic Arena. Très probablement demain, de 22 h à minuit, je ferai un draft sur Magic Arena. Jeudi, sur le jour du dimanche, on fera des combats de decks de commandeurs, en duel commandeur notamment, donc avec ces decks-là, que je vais vous expliquer, je vais vous analyser aujourd'hui. Et voilà, on a déjà fait une émission sur du scellé dimanche dernier, qui d'ailleurs vous pourrez retrouver sur la chaîne de jour du dimanche sur YouTube. Et voilà, et on est bien là. Donc on aura bien couvert la sortie Magic. Et puis après, je pense que arrivé vendredi ou samedi, je pense que je reviendrai sur du Lorcana parce que bien dans un peu plus d'un mois maintenant, il y a le gros événement à Lille. Et donc je veux me préparer pour ça. J'ai déjà des invités qui vont pouvoir être là, à savoir, enfin à distance, hein, mais on va pouvoir jouer contre. Je vais pouvoir rejouer contre Petit Quick, qui a quand même fait une très belle perf ce samedi à Disney. Raclem, on s'est vu, on va sûrement jouer ensemble. Peut-être Jiraya à un moment donné, on va se faire ça. Bref, Lorcana, il y en aura vraiment beaucoup dans les prochains jours. Pour l'instant, petite pause sur Magic. Et puis, alors, je vais être honnête, je sais qu'il y a des gens qui réclament notamment du Star Wars ou du Flesh and Blood. Pour le moment, c'est pas trop. Enfin, j'ai déjà du mal à gérer plusieurs TCG d'un coup. Je suis pas trop lancé dedans. Je sais que Star Wars, j'ai beaucoup apprécié. Hein. Je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait sur les jours du dimanche à Cannes avec un des créateurs du jeu. C'était vraiment très cool et je suis vraiment hypé par le jeu, mais il faut bien que je choisisse mes combats. Et actuellement, l'Orcana reste le gros truc que j'ai en ce moment, quoi. Plus Magic quand même, hein, à jamais dans nos cœurs. On rappelle que c'est le papa, l'ancêtre de tous les TCG, sorti en août 1993 par un prof de maths qui s'appelait Richard Garfield, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui a fait Mindbug récemment, notamment, avec d'autres personnes. Voilà, toujours dit que mais pour l'instant, mes deux gros trucs, enfin, mon gros truc actuellement, c'est l'Orcana, mon gros TCG. Magic, je reste toujours là et c'est toujours cool parce qu'on reçoit des produits. D'ailleurs, je remercie évidemment Asmodée et Wizard pour nous filer quelques produits et en espérant avoir une collaboration encore plus forte dans les prochaines éditions. En tout cas, oui, je continue à suivre ça quand même d'assez près et ça reste mon jeu de cœur. Mais c'est clair qu'en ce moment, l'Orcana, ça marche plutôt bien et donc hâte d'en refaire dans ce 22 minuit. Je rappelle, hein, je suis en live tous les soirs, autant que faire se peut, de 22 h à minuit sur du TCG. Donc, comme j'ai dit de base sur du Lorcana, mais aussi du Magic ou peut-être d'autres trucs. Et puis, le dimanche et le jeudi, je suis donc sur la chaîne de Maxildan à partir de 21 h pour du TCG. Là, par contre, c'est un peu plus divers et varié. Bon, en ce moment, du coup, c'est du Magic parce que sortie de Magic. Mais on va, là, pour le coup, on pourra peut-être refaire du Star Wars, on pourra refaire du Flesh and Blood, du Dragon Ball, ça vous avez plu. Enfin bref, il y a moult jeux. Et bien entendu, en juillet, nous ferons du Altered, qui est le gros jeu qui va sortir cet été. Voilà. Donc, alors, je remonte vite fait sur le chat et après, je vous explique la soirée. Et alors, désolé si je ne reçois pas les alertes, mais sachez que comme je lis tout le chat, je vais forcément tomber sur votre sub normalement si Stream Elements fait bien son taf de relayer le fait que des gens prennent des subs. Si jamais ça passe inaperçu, n'hésitez pas à le dire. Mais voilà, vous inquiétez pas, je vais y revenir. Donc qu'est-ce qu'on a on a Smookies qui disait: je suis deg hier, je suis parti en pensant que c'est trop tard pour l'analyse d'un deck commander juste avant que tu te lances. En fait, ce qui s'est passé hier, j'ai fait du coup mon débrief de tournoi Lorcana du week-end et à minuit
franchement, j'allais rendre l'antenne 5 minutes plus tard. Et là, il y a Jean-Emmanuel Desprats, qui est quand même, donc J-Rock, le champion du monde en titre de Magic, qui me raid avec 350 mecs qui donc venaient de Magic. Je dis, bon, c'est trop con. J'avais prévu peut-être dans la soirée, si en tout cas ça prenait moins de temps de faire du Magic. Donc j'ai fait 1 heure à peu près d'analyse de deck. Je mettrai ça évidemment sur YouTube. Et j'en suis à peu près donc à la moitié, je dirais, ouais, une petite moitié du deck avec Olivia. Donc là, je vais reprendre là où j'en étais. Là, c'est la partie 2. Hein, désolé donc pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, je parlais un petit peu du commandeur en général, et puis j'ai commencé à analyser les cartes. Mais voilà, je le mettrai en 2 temps sur YouTube, je vais pas m'embêter à faire du montage. Je vais être efficace. On va mettre ça donc sur YouTube assez vite. Et donc ouais, voilà, j'ai un peu profité de l'aubaine du fait que y avait pas mal de joueurs qui venaient de Magic, enfin de viewers qui venaient de Magic, pour pouvoir commencer un petit peu cette analyse-là. Mais bon, voilà, il y a ce bon YouTube, ce bon Genius qui, avec une envie, c'est de rentrer. Donc je l'ai ramené, on a fait un petit paddle ce matin, c'est très sympa avec Max et Xari. Et franchement, c'est très cool. Très cool. Alors, toujours, j'ai regretté hier soir d'y être allé parce que j'étais en mode putain, mais en plus, c'est vrai qu'il faut qu'on y aille parce qu'on se lève tôt demain, machin. J'ai regretté ce matin de me l'être levé parce que même moi, quand je suis fatigué, j'ai beaucoup de mal à m'endormir tôt et donc j'ai dû dormir peut-être 3 heures cette nuit. Et au moment d'arriver sur le terrain, il pleuviotait un petit peu, il faisait pas très beau, machin. J'étais en mode, oh, qu'est-ce que je fous là? Et au bout de 30 minutes, j'étais en mode, ah, c'est trop bien comme sport, avec les copains en plus, c'est super. Voilà. Donc on a fait un petit paddle ce matin. Je suis rentré, je me suis couché, j'ai fait une grosse sieste. Et j'ai fait 2-3 trucs que j'avais à faire. Et me voici parmi vous. Voilà, j'ai pas trop mal mangé. Au cas où, je me suis mis des petits doigts, petits fingers bien sûr, de côté. Et le but, c'est que là, donc il est quoi, 22h30. Et je vais enchaîner, j'espère en tout cas enchaîner les 4 decks. Donc la fin du premier et après les 3 autres. Sachant que si jamais à un moment donné je suis trop crevé, j'irai me reposer dans la chambre d'amis de Max et je reviendrai demain. Voilà. C'est un peu le bail, mais le truc c'est de dire de toute façon j'ai pas trop le choix. Nous on fait les decks, enfin on joue les decks jeudi soir. Ça fait plusieurs fois qu'à chaque fois qu'on fait du commandeur, je me dis j'ai pas le temps d'analyser les cartes qu'il y a dedans de façon précise et j'aimerais bien le faire en live. Donc là voilà, je me suis un peu buté. Je fais aller-retour exprès depuis chez moi jusqu'à chez Max pour pouvoir proposer cette émission. Évidemment, n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube notamment, à mettre des pouces, des likes, c'est pareil, à vous abonner, etc. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à follow la chaîne, bien sûr, et à éventuellement vous sub. Si jamais le contenu vous plaît, je vous remercie quand je tombe sur vous. Voilà, donc je vais essayer d'ailleurs que ce soit le cas. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ok, salut à Lorraine. Donc, non, je crois que j'avais déjà dit bonjour. Voilà, allez, c'est cadeau. Salut à Total Eclipse. Bonsoir tous les amoureux du ballon rond. Alors, j'avoue. Alors, il y a eu un match, c'est ça, ce soir? Il y a eu un truc PSG machin. Je me suis. Je sais qu'ils ont perdu à l'aller. Je suis pas très foot, hein, mais bon, je suis quand même un petit peu vite fait ce qui se passe. Voilà. Donc, si jamais vous avez des résultats, je les prends. Salut à qui d'autre? Salut à 20 Cents, salut à 21, le boss qu'on a vu au Lore Canadais. Salut à Sasai, Minami, son nickel le bon off, parfait. Salut à Mighty Dudes, 31, salut à Diabo, salut à Vikings, à Folken, à 21, donc 21 qui a pris un abonnement de niveau 1, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir, 21, pour ton sub. Salut à Maestelia, la boss, bien sûr. Message de Genius, je veux le raccompagner maintenant. Alors c'est bon, Genius, il est à la maison. Je l'ai raccompagné hier soir, je l'ai emmené au padel, je l'ai ramené du padel. Il m'adore, bref, tout va bien. Tout va bien. Tout va très bien, mais là, en tout cas, je suis full ici et j'ai toute la nuit pour analyser ces decks. Personne pour me couper normalement. Donc, salut à Shrif, Ronflax. Je suis pas trop magique, mais du commandeur. Ouais, alors en plus, c'est particulier, c'est-à-dire que là, je vais analyser les decks préconstruits donc de Croix-Tonnerre, qui sont à la base taillés pour le multijoueur. Et moi, je n'aime pas trop le commandeur multijoueur, et donc je vais essayer de retirer quelques cartes qui me semblent pas être. Je vais retirer les Sol Ring parce que c'est beaucoup trop fort en duel commandeur. Et retirer quelques cartes qui me semblent pas être idéales pour jouer en multi, et les remplacer avec des cartes de Croix-Tonnerre. Alors ça, je sais pas trop si je le ferai en live, j'ai pris les cartes Croix-Tonnerre là, mais est-ce que j'aurai le temps? Bon, je vais voir. Mais en tout cas, j'aimerais bien changer quelques cartes, histoire d'avoir un deck qui se tient un petit peu mieux. Je vous montrerai un petit peu les petits changements que je fais, si jamais vous voulez faire pareil. Si jamais vous avez acheté quelques boosters Croix-Tonnerre, plus des decks commandeurs pour pouvoir un petit peu les
ouais, les mettre en mode duel, quoi. Ça pourra être sympathique. Salut à Turlupon, Cocon, et merci à Woglish pour le Prime. Évidemment, vous pouvez soit vous abonner en payant un petit peu d'argent. Alors si jamais vous voulez sub à une chaîne, hein, si vous ne savez pas le tips, il ne faut pas passer par téléphone, je crois que ça coûte 6 balles, voire plus. Il faut passer par PC où du coup il n'y a pas la taxe qui est prise par Google Play, enfin comment ça s'appelle, l'App Store ou je sais pas quoi. Donc voilà, et ça vous coûte 3,99 € et ça soutient et ça fait plaisir, même si Twitch en prend 50% au passage. Je ne suis pas encore 70-30, peut-être un jour, mais bon, il faut quand même beaucoup de subs. En tout cas, merci évidemment à ceux qui sub. Un plaisir de te voir streamer. Le Prime arrivera dès le renouvellement. Merci beaucoup, Folken. Je suis vraiment bien parti pour garder ce rythme, en tout cas. Je crois que c'est vraiment mon bon rythme de croisière. J'ai fait une petite pause là au début de l'année sur ma chaîne solo, enfin février-mars, quoi. Étant donné que on prenait pas mal de choses avec Max, voilà, j'ai eu pas mal de soirées, de choses comme ça. Là, je me dis priorité, alors priorité quand même aux émissions avec Max, bien sûr, mais juste derrière, il y a vous, enfin il y a cette chaîne-là que j'aime entretenir de contenu, notamment sur du TCG, et donc voilà, n'hésitez pas à lâcher vos subs. Salut à Leviagile, salut à Portar Toys. Hello Rof, tu m'as déjà contaminé avec l'Orcana hier. Non, tu m'as déjà contaminé avec l'Orcana, pardon. Et hier, la soirée Magic Cross Tonnerre, ça m'a donné bien envie de tester. Faut arrêter maintenant, rip mon compte en banque. Je suis navré. Et attends que je fasse un peu de Star Wars et de Alterne, tu vas souffrir. Il va finir de lire vers minuit, c'est pas impossible. Alors, ce qui est bien, c'est que là, j'ai vraiment le temps que je veux. Enfin, de base, j'ai un peu le temps que je veux, mais j'essaie quand même de limiter 22h minuit. Là, il y a des chances, enfin si jamais vous avez prévu de ne pas dormir, je pense que je suis encore là à 4h du matin. À mon avis, je dis à moins qu'il y ait un problème technique, ou que je sois vraiment KO, et dans ce cas-là, je me permettrai évidemment un petit peu de repos. Je compte bien bouffer des cartes jusqu'à pas d'heure. Donc voilà, posez-vous. On va être bien, on va être chill, même si vous n'êtes pas forcément très adepte avec Magic. Alors, je peux pas rentrer à chaque fois dans tous les détails, je ne vais pas expliquer comment ça joue à Magic, etc. Mais en tout cas, je suis relativement didactique et il ne suffit pas d'avoir un très bon niveau à Magic pour comprendre ce que je dis. Sachant que l'idéal pour commencer Magic, ça reste maintenant vraiment le truc parfait, c'est Magic Arena. Magic Arena, donc le logiciel gratuit. Hein, je ne sais pas si on dit encore logiciel en 2024. À chaque fois que je dis ça, je bug. L'application, c'est bizarre que ce soit sur alors c'est une application parce qu'on peut y jouer sur mobile, mais on peut y jouer également sur. Je crois que c'est c'est pas via Steam, mais via Epic Game Store qu'on peut le télécharger. Mais sinon, vous tapez Magic Arena sur Google, le télécharger, vous allez bien trouver un truc officiel qui vous permet de télécharger le jeu. Et en fait, c'est très bien. Il y a des bons tutos pour pouvoir bien apprendre à jouer à Magic. Et puis après, vous faites bien ce que vous voulez. Comme je le disais, j'en referai normalement demain du Magic Arena à 22h. Je ferai un petit draft de Cross Tonnerre, parce qu'en plus maintenant je connais bien le scellé. Voilà. Je crois vraiment, si je peux faire ça à chaque édition, je le ferai, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait commencé par faire dans l'idéal, il y a une analyse des cartes de l'édition, mais c'est un peu plus dur à faire, mais je l'avais fait pour Karlov. Ensuite, il y a une petite vidéo pour du scellé, j'avais fait du scellé en live, de façon à voir un peu ce qui se passe. Et j'ai même prévu un truc pour la prochaine fois, parce que je me suis trouvé pas forcément... Après, c'est normal, je connaissais pas les cartes, donc bon, c'est toujours un peu plus difficile. Mais en fait, je pense qu'on va, soit avec Adibou, soit avec d'autres personnes. La prochaine fois, je reçois une édition un peu en avance, en off, parce qu'on n'a pas toujours le droit de le faire en live. Je pense que je me ferai une ou deux sessions de scellé, de façon à déjà tester les cartes, de déjà faire les decks, et ensuite, comme ça, quand j'arrive en live, c'est à peu près de quoi je parle, enfin en tout cas plus de quoi je parle. Et ouais, ça peut être vraiment bien pour les AP, en tout cas, je vais essayer de vendre ça à Wizard, ce qui me semblerait pas mal. PSG machin Barcelone, oui, ok. Nickel. Enfin, la chambre d'amis et tes chaussettes sales et ton sopalin sur la table de chevet. Merci beaucoup, Total Eclipse, effectivement, de relever ce genre de détails. Alors, moi, je suis plus ce mouchoir que sopalin. Alors, on va peut-être pas faire un débat là-dessus, mais j'ai ça au cas où. Voilà, si jamais je mets un waiting screen pendant 5 minutes, vous saurez que c'est parce que j'ai besoin de vider une sorte de pression. Non, ça va aller. On va se tenir, on va se tenir. Salut à Mister Solo, salut à Skysix, salut des commandeurs, c'est forcément à plus de 2 joueurs. Alors, à la base, le format commandeur, c'est un format multijoueur. Ça a été créé par des arbitres aux États-Unis il y a de ça, je dirais 15 ans. Et c'est un format qui est donc multijoueur, mais en France notamment, on a converti un petit peu ça en disant, mais si on faisait du duel commandeur, donc on appelle ça du commandeur 1v1, enfin bref, il y a eu plusieurs noms.
Et c'est pour moi un des meilleurs formats de Magic. Alors j'ai fait quelques tournois que j'avais même pas mal perfait à l'époque avec un Genara, avec un deck blanc vert bleu. Je me suis remis après sur Winnie White et j'avais fait quelques top 8. Et depuis j'ai un peu arrêté parce que bah, ça prend du temps. Et puis encore une fois, là l'Orcana me permet de mêler un peu l'utile à l'agréable puisque je vais pouvoir faire du contenu plus facilement sur les decks de l'Orcana, notamment grâce à Pixelborn, etc. Donc c'est plus facile pour moi de faire ça. Mais si un jour Wizard me dit tiens, on te sponsorise pour que tu fasses du commandeur, avec plaisir. Au commandeur ou autre chose d'ailleurs. J'ai bien aimé le standard à l'époque. Si je pouvais refaire du standard, ce serait cool. On verra. On verra. J'attends la sortie de Modern 3 pour investir dans mes prochains achats Magic. Effectivement, Modern Masters 3 qui devrait sortir. C'est quand Attends, je vais vérifier. Alors, il y a beaucoup d'éditions. C'est un peu ce qui est reproché à Magic depuis quelques temps. Il y a beaucoup de trucs qui sortent. Il faut savoir qu'il y a plein de trucs qui sortent qui sont pas forcément faits pour tout le monde en fait. Là, en l'occurrence, on est sur une. Alors, attends, Modern Horizon que je regarde. Modern Horizon, ça sort le 14 juin. Voilà, 14 juin, nouvelle édition de Magic, mais qui sera, comme son l'indique, basée en partie sur le format moderne, qui est un format qui a maintenant, avec les éditions qui ont 20 ans, enfin depuis 20 ans, et qui est très cool, avec en plus un power level qui est généralement plus fort qu'une édition standard. Mais, attends, je regarde juste les prochaines éditions à venir. Mais voilà, si jamais vous, par exemple, vous voulez faire du standard, donc uniquement les 2 dernières années de Magic, bah, vous n'avez pas besoin d'acheter des cartes Horizon du moderne, enfin moderne Horizon. Moderne, comment ça s'appelle? Oui, Horizon du moderne. Alors, dans les prochaines sorties, donc là, ça sort en fait, c'est encore en précommande, hein, Croix Tonnerre, si vous voulez en acheter, je pense que c'est maintenant. Donc ça sort précisément le 19 avril, donc vendredi prochain. Et ensuite, on va avoir donc Horizon du moderne 3 en juin. Assassin's Creed en juillet. Donc là, alors c'est une mini-édition de ce que j'ai compris. C'est pas une grosse édition standard machin. Je crois qu'il y aura moins de cartes, mais clairement la licence Assassin's Creed peut faire venir pas mal de monde sur le jeu. Un petit peu comme Serzano, un petit peu comme Warhammer, un petit peu comme... Bon, il y a eu beaucoup de licences comme ça. Il y a eu Final Fantasy qui sortira normalement l'année prochaine. Vraiment, c'est les gros moments phares où on va pouvoir, je pense, convertir pas mal de gens dans notre monde. Et on va avoir Bloomborough qui va sortir en 2024, après en août, et qui sera avec des animaux un peu mignons. Je pense que c'est pareil, on peut convertir pas mal de gens qui aiment bien les animaux mignons. Voilà. J'aime bien qu'en fait, certains jeux, quand ils mettent une licence, c'est vraiment un peu bâclé. Je pense à certains jeux vidéo notamment, ou certaines licences de cinéma. Pour le coup, Magic, c'est vraiment de faire ça bien, de bien respecter à la fois l'œuvre originale et en même temps de bien l'adapter dans le monde de Magic. Donc franchement, plus ils mettent de licences et plus je suis content parce que... Alors c'est bien de varier. Il n'y avait que des licences peut-être qu'on se ferait un peu chier, mais de varier, de mettre à la fois des licences pour acquérir de nouvelles personnes ou faire plaisir à des fans et quand même des éditions, on va dire, un peu plus classiques de Magic. C'est très bien. En tout cas, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que tu es heureux dans ta vie, Rof? Oui, très heureux, The Mask. Alors, je suis quand même quelqu'un de particulièrement positif de manière générale. Mais en ce moment, pour tout vous dire, j'ai... Enfin, pas trop en dire non plus, mais en tout cas, il y a un nouveau projet qui m'anime en ce moment. Et on a plus ou moins dealé ça. Voilà, ça a un rapport avec les cartes. Et je ne vais pas trop en parler, mais en tout cas, ça fait partie des nouvelles où je me suis dit, ah, c'est cool quand même, c'est cool, c'est bien, ça me... Alors je sais pas trop, enfin, je vais avoir vraiment beaucoup de mal à gérer tout le temps que j'ai alloué aux émissions, à au live solo, plus à ce nouveau projet, mais je vais essayer de tout faire. Je vais essayer d'être encore plus radicaux dans mes choix. Voilà, est-ce que soirée, est-ce que déplacement, focus là, focus, les cartes, le carton. Le carton pour avoir du papier, pour avoir quelques euros. Et donc en vrai, non, ça se goupille pas trop mal. Et je suis, ma foi, très heureux. J'espère que toi aussi. J'espère que vous aussi. Je sais que ce n'est pas le sujet, mais l'Orcana a publié une update des Comprehensive Rules. Ah, intéressant. Et on a enfin la réponse à ce rêve bleu, mais ça sera pour une autre émission. Ah, c'est très cool ça, 21. Parce que c'est vrai que les Comp Rules n'étaient pas très compréhensibles. Enfin, compréhensibles. Complètes. Il manquait des choses. Ah bah ça m'intéresse, je referai sûrement une émission. De toute façon, je comptais bien faire une émission où je relisais les règles de tournoi. Et donc, le fait qu'il y ait une mise à jour des Comprehensive Rules, ça me plaît beaucoup.
Wazilax, hello Rof, tu as déjà fait une vidéo comparative en mode se lancer sur un TCG en 2024 avec une comparaison large des TCG actuels? Non. Et c'est pas du tout impossible qu'on le fasse. Alors, enfin, on était pas mal de nous poser la question, notamment en début d'année, quand on a dit que oui, on va faire des TCG, tout ça. On a eu des. Alors, du coup, lequel? Et je peux comprendre, bien sûr, c'est normal. Nous, on a l'occasion de faire un maximum, et déjà, on n'a pas le temps de tout faire. Donc, si vous n'êtes pas dans ce milieu-là, bon, vous prenez un voire deux TCG, mais c'est difficile d'en faire plus. Et donc, lequel, c'est quand même à chaque fois un certain budget hein, pour se lancer. Je pense qu'en fait, on fera une émission comme ça plutôt en fin d'année. Donc, quand Alter sera sorti, on aura vraiment vu les tenants et aboutissants de chaque TCG. On dira, bah voilà, si vous êtes plutôt comme ci, c'est plutôt ça. Si vous... Mais de manière générale, j'ai l'impression qu'à partir du moment où si une licence ou un univers vous plaît, les TCG qui sortent là depuis, récemment, Star Wars, Lorcana, Altered, si jamais il y en a un qui vous plaît plus que l'autre en termes de... Vous voyez une vidéo de gameplay ou vous voyez éventuellement un univers qui vous plaît, ce sont de très bons jeux, donc tu peux y aller relativement en fermant les yeux. Et sur les anciennes licences, bah, ça marche aussi, hein, c'est très cool de jouer à Magic. Yu-Gi-Oh! C'est un peu particulier parce que c'est quand même... Il y a une barrière à l'entrée qui est quand même extrêmement forte. J'ai rarement vu ça. Dragon Ball, ils refont là une session avec Dragon Ball Fusion. Je crois que tu peux télécharger le jeu pour y jouer gratuitement et donc voir si ça te plaît. Et qu'est-ce qu'il y a de Flesh and Blood, c'est cool. Pareil, c'est un peu plus exigeant. Je dirais que un peu moins accessible peut-être que d'autres TCG, mais ça reste évidemment très bien. On en refera sûrement sur la chaîne de Max très prochainement. Et il y en a d'autres. Pokémon, je croyais que c'était vraiment que pour des collectionneurs, mais en fait non, il y a du compétitif dedans, et en plus il coûte pas très cher, et franchement si j'avais le temps, je pense que j'en ferais. Si j'avais le temps et l'opportunité, je pense que je serais très content de faire du Pokémon TCG. En plus ma fille en ce moment elle est à fond sur Pokémon, donc ce serait une pierre deux coups. Bref, voilà. Cool le petit draft Arena pour chaque nouvelle extension. Oui, j'essaie de faire ça. Alors je crois que j'ai pas pu faire ça sur Karlov, mais même avant, quand je suivais plus trop Magic, j'aimais bien faire le jour même ou le lendemain de la sortie d'une édition sur Arena, faire un petit draft, toujours sympa. J'aime bien ça. Il me reste quelques gemmes, donc ça peut être cool de faire ça. Je crois que le plus dur dans Magic, c'est connaître les effets de chaque carte et prendre le temps de les lire et les comprendre, certes. Tu pourrais nous faire un refresh Magic, j'ai arrêté en 95. 95, 4ème édition, je crois. Ouais, il te reste... bah, ils ont sorti au minimum 4 éditions par an pendant du coup 30 ans, quoi. Enfin, donc ouais, ça va être difficile. Mais en vrai, par rapport... Si vraiment c'est pas du troll et que tu as connu Magic, tu jouais de façon normale à Magic, parce qu'on a tous eu des règles un peu maison, en 95, y jouer maintenant, à part le fait qu'il y ait des types supplémentaires, les Planeswalkers n'existaient pas avant, certains types de cartes n'existaient pas, en réalité, peu ou prou la même chose. Hein. Ça a assez peu... alors les créatures sont devenues plus fortes, les sorts sont devenus un peu moins forts, mais c'est pour le bien de tous, et franchement, ça reste un jeu qui est relativement accessible, notamment, comme je le disais, grâce à Magic Arena. Tu vas pouvoir convertir Marie Grandjeu. Bon, Marie Grandjeu, déjà, elle était super chaude sur l'Arcana, mais elle n'a pas le temps de tester. Bah, elle, encore une fois, on a ce problème un petit peu de vouloir aimer faire des choses, mais en fait, Marie, elle a des jeux de société, elle va dans des festivals, elle va dans des chalets, je sais pas ce qu'elle fait. Bref, donc bah, sur l'Arcana. Mais elle nous a fait un petit reel sympa là, que j'ai pu publier sur Insta, et au moins elle se débrouille bien en tant que community manager, ce qui est déjà pas mal. Bref. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Félicitations pour ton deuxième enfant. Alors j'en ai qu'un et j'en veux qu'un, ça me va très bien. Je suis content pour toi, focus-toi sur ce qui te fait plaisir, tout à fait. Bah, c'est mon credo. Hein. Je ne cherche pas à être particulièrement riche, je cherche à faire un maximum ce que j'aime dans la vie en corrélation avec le fait que ça me rapporte quand même un peu de thunes. Et en l'occurrence, bien les jeux de cartes, notamment actuellement, ça a l'air de pas trop mal fonctionner. Donc on essaie de se placer et ça me dérange pas là, de faire ce genre d'analyse jusqu'à pas d'heure, alors que techniquement je suis pas payé, enfin j'ai quelques subs et tout, c'est sympa, mais c'est pas une émission sponsor en tout cas. Alors, de quoi Imagerof? Ah d'accord, c'était parce que tu pensais que c'était ça le truc que j'allais... Non, pas du tout. Oulala, loin de moi l'idée. Non, je suis un célibataire endurci désormais, et je mange du carton. Imagerof, une extension Magic The Witcher 3.
Imagine, tu veux dire. Bah moi, The Witcher, tu vois, ça me hyperait plus sur Skyrim ou sur The Elder Scrolls. J'ai plus aimé cette licence que The Witcher, même si The Witcher est une très bonne licence. J'ai plus joué à Morrowind, à Skyrim qu'à The Witcher. Une nouvelle extension fin mai pour Flesh and Blood. Yes, 31 mai, je crois. J'ai noté quelque part. Il y a un programme pour tester Star Wars à la manière d'un Arena ou d'un Pokémon Live. Je crois que ça existe, mais je n'ai pas le nom. Salut à Christian. Shrif, il n'y a pas un 4 sur table de prévu. Vous voyez moins, toi et le bon Xav, t'as arrêté de payer le loyer. Alors, je parle de payer le loyer. Mais on s'est vu aujourd'hui sur le padel. Mais il en a parlé un petit peu dans le Café Créateur. Il est en mode ouais, il faudrait que ça revienne, j'aimerais bien, mais j'ai d'autres trucs. Voilà, encore une fois, je pense que lui, ça tenait qu'à lui. Enfin, ça tenait qu'à lui. Il voudrait bien le faire, mais pour l'instant, en tout cas, il a d'autres projets et c'est un peu complexe. Et en fait, à la base, le but c'est de le vendre à. Enfin, Twitch devait le vendre à des marques. Ils n'ont pas réussi à vendre cette superbe émission. Et donc pour l'instant, il est un petit peu en stand-by, mais ça reviendra un jour sûrement. Voilà. Par contre, les Blitz decks que en anglais encore. Ah là là, ça c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Enfin, j'imagine que c'est pas de la faute de personne à qui je pourrais me plaindre, mais faire que les decks préconstruits de Flesh and Blood soient en anglais uniquement, ça n'arrange pas l'accessibilité. Merci beaucoup à Wazilax pour le sub de niveau 1, ça me fait très plaisir. Merci bien, merci bien. Pour tester Star Wars, il y a Force Stable. Bon, ben voilà, je vous fais confiance. Force Stable, qui doit être un logiciel qui doit permettre de jouer à Star Wars. Je crois que c'est ça le truc qui permet de jouer, mais contre une IA, forcément contre une IA, tu pas actuellement contre un joueur, un joueur réel. Mais ça te permet notamment de tester le jeu. Et donc c'est cool. Salut Ruff, merci d'animer ma soirée. Bah de rien, je suis là pour un petit moment. Quel deck commander recommandes-tu pour commencer sur Cross Tonnerre de Brest? Et bah Ténéret, très belle transition, puisque actuellement j'en sais rien, puisque j'en suis au début de l'analyse. J'ai donc fait... Alors attends, on va aller là-dessus. Je vais aller là-dessus. Ouais, parfait. Donc voilà, il y a 4 decks commandeurs. Donc moi j'ai commencé par celui-ci. Alors ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois ils mettent un petit résumé de ce que vous allez faire. Gagner des trésors, acheter d'ailleurs la loi. Bon, alors la loi, il faut savoir que c'est un nouvel ensemble de types de créatures. On aura vol qualifié, voler des cartes, générer du mana. Ok, donc un mix entre le vert et le bleu. En tout cas, c'est à peu près ce que font ce genre de couleurs. Fleur du désert, défaussez-vous de terrain et récupérez-les. Ok, pareil sur une base plutôt verte, j'imagine. Et rapide de la gâchette, lancer plein de sorts, jouer des tours mémorables. Bon, bah ça, c'est Izet, hein, clairement, l'association rouge-bleu. Il n'y a rien de mieux pour jouer plein d'éphémères, de rituels, d'avoir des boosts, de les récupérer, etc. Bref, on verra bien. Pour le moment, on va finir. Alors désolé pour ceux qui n'étaient pas là hier, je mettrai la vidéo en ligne assez rapidement. J'ai donc déjà passé quelques cartes et là je vais du coup continuer et à chaque fois analyser un petit peu les cartes, voir si elles sont cool, voir si elles sont pas... Enfin, elles sont quand même intéressantes pour le duel commander. Donc je rappelle que j'essaye de me baser un petit peu sur le fait qu'on va y jouer en duel. Et voilà, on lit les cartes, on en discute, c'est sympa. La plupart des joueurs de Star Wars sont sur Tabletop Simulator pour l'instant, d'accord. Vu que mes amis ne jouent pas à Magic, j'ai arrêté. Eh oui, bah c'est souvent... Moi j'ai eu la chance d'avoir... j'ai commencé Magic quand j'étais au collège, en 98, quelque chose comme ça. Et ensuite, donc au collège j'ai eu des potes pour jouer à Magic. Au lycée j'ai eu d'autres potes pour jouer à Magic. À la fac j'ai eu d'autres potes pour jouer à Magic. Et après je suis allé j'étais embauché à Magic Corporation. Puis Magic Bazar. J'ai toujours eu, quasiment on va dire. Il y a eu des petites... il y a eu des petits... ouais, peut-être 6 mois à vide, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'ai quasiment toujours eu des gens avec qui jouer. Et c'est vrai que c'est un des gros... généralement, le truc qui fait, est-ce que tu joues à un TCG ou un autre TCG, est-ce que tu joues à Yu-Gi-Oh ou est-ce que tu joues à Magic, bah, c'est parce que à ma cour de récré, il y avait des gens qui jouaient à ça et moi je jouais à ça. Souvent, ça commence un petit peu par là. Donc moi je suis content parce que Magic, je trouve que ça reste quand même un des meilleurs, même si évidemment il y a des problèmes inhérents notamment au mana, aux ressources. Mais quand même, je trouve que c'est un très 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 bon jeu. Et qu'est-ce que je disais? Et bah, d'ailleurs, l'Orcana Star Wars et quand même un petit peu alterne, sont quand même beaucoup basés sur Magic, et ça se voit, et voilà, juste d'améliorer 2-3 trucs, mais même avec du mana, même s'il peut y avoir effectivement des sorties un peu frustrantes, en vrai, ça reste un très bon jeu, où la plupart du temps, tu vas quand même effectivement sortir à peu près bien, et puis t'amuser, mais c'est-à-dire tu peux avoir plus de non-parties que dans d'autres jeux.
Pour jouer contre joueurs, c'est avec TTS, le jeu payant sur Steam, d'accord. Donc Double Shot Simulator. Au fait, est-ce que les decks Commander ont un code pour les jouer sur Magic Arena? Et non, malheureusement. Malheureusement, la passerelle Magic Arena Magic est... Alors, dans un pack d'AP, tu vas avoir, dans un pack d'avant-première, tu vas avoir de quoi récupérer 6 boosters. Moi, c'est ce que j'ai fait sur Arena, donc ce qui est pas mal. Mais malheureusement, les Arenas... Alors, je sais pas à quel moment ça commence. En tout cas, il n'y a pas toutes les extensions, il n'y a pas toutes les cartes à l'intérieur. Et du coup, non, tu peux pas jouer en Commander. Je crois qu'ils ont inventé le Brawl, où tu peux jouer en standard, mais avec une version un peu Commander. J'avoue, je suis pas trop ce qui se passe sur Magic Arena. Mais non, malheureusement, il y a quasiment aucune passerelle entre le Commander et Magic Arena, hein, pour le moment. Donc. Bonsoir, tu fais toujours partie du staff de Magic Corporation. Waouh, 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 waouh. J'ai travaillé à Magic Corporation de 2009 à 2015. J'ai travaillé pendant 4 ans. 6 ans du coup. Bien joué les maths. Après, j'ai été débauché par le patron de Magic Bazaar. J'ai travaillé là-bas pendant 4 ans. Et après, c'est devenu Play-in. Et puis là, on a toujours un partenariat avec Play-in sur les jours du dimanche. Alors, moi, pas personnellement. Mais en tout cas, sur les jours du dimanche, on a un partenariat avec Play-in. Donc, ça se passe. J'ai encore des contacts, on va dire, cordiaux avec les patrons de Magic Corp. On va dire des contacts plutôt amicaux avec le patron de Magic Bazaar. Et là, je fais ma petite vie sur les internets, mais non, ça m'arrive de les croiser. Mais même les concurrents, hein, même du Ultra Jeu, du Parkage, du Majestic Games. Enfin, je m'entends bien avec beaucoup de gens. Je suis assez peu. Je suis quand même plutôt sympa. Et j'ai pas de souci avec eux, quoi. Mais c'est juste que ça a fait son temps. Et en fait, Magic Corp. C'est un site qui a été créé par des gens qui étaient plus entrepreneurs que fans de Magic. Et donc, par certains côtés, c'était bien. Et d'ailleurs, ils ont pu quand même avoir une grosse ascension. Par d'autres, c'était un petit peu plus relou. Donc voilà. Lorcana, on y a joué entre amis depuis les tournois. Attends. Lorcana, on y jouait entre amis. Et depuis les tournois et les drafts, je suis bien rentré dedans. Et on a arrêté, mais je rencontrais beaucoup de monde. Très bien. Impeccable. Impeccable. Ok, merci, je t'ai croisé il y a quelques années chez Magic Corp et j'en garde très bon souvenir. Très bien. Merci beaucoup à PashPay, c'est ça? Allez, allons à nos moutons. Normalement, si jamais je fais ceci, ça zoome à fond sur les cartes qu'on va analyser. Allez, c'est parti. Donc attends, il est 22h55, je reprends l'analyse du deck. J'essaie de voir après combien de temps ça me met un deck. J'imagine qu'avec le deuxième, j'aurai un temps qui sera plus logique. Donc je m'étais arrêté à Turlupin, le maître farceur, qui vient à la base d'Eldraine, et qui est assez cool, puisqu'il est 3-3, vol, célérité pour 4. Je me rappelle qu'il était un peu joué en standard à l'époque. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, donc relativement facilement, puisque il vole plus célérité, fait que dès qu'il arrive, très souvent, il va infliger des blessures. Alors avant toute chose, excusez-moi, je vous rappelle quand même vite fait qu'on est sur un deck ennemi public numéro 1, avec notamment la boss, donc Olivia Voldaren, qui est revenue sous une version rouge, blanc et noir, et que le gros thème du deck, c'est les hors-la-loi. Les hors-la-loi, comme son l'indique, la nouvelle extension s'appelle les hors-la-loi de Croissonnaire. En fait, hors-la-loi, c'est un type de carte qui regroupe, on va aller justement sur Olivia, comme ça je vous la montre quand même vite fait, les assassins, les mercenaires, les pirates, les gredins et les psychagogues. Voilà. Tout ça, ce sont des hors-la-loi. Et vous voyez, l'intérêt par exemple de jouer Olivia en Commander, c'est que vous allez profiter du fait d'avoir des hors-la-loi. Moi, je m'étais dit que sur du Duel Commander, je pense que je jouerais plutôt le deuxième commandant qui nous est proposé, à savoir Vian Oromancien, parce qu'il coûte moins cher. J'aime bien évidemment quand ça coûte le moins cher possible pour pouvoir le rejouer si on nous le tue. Et qui dit les autres hors-la-loi que vous contrôlez ont la vigilance et la célérité. Donc c'est un peu redondant évidemment, célérité, mais au moins il pourra bloquer parce qu'il aura la vigilance. Et en plus, on peut transformer des trésors en créatures grâce à cette carte. Alors, il faut savoir que le thème principal, ce sont les hors-la-loi. Le second thème, je dirais, ce sont donc les trésors, les marqueurs trésors, qui sont des petits artefacts comme ça, qui vont permettre de se sacrifier pour ajouter du mana. Un petit peu à la manière d'un Black Lotus. Mais bon, on n'ajoute que 1 au lieu de 3. Et en sous-jacent, il y a aussi un thème point de vie. On a vu qu'il y avait un thème où quand tu gagnais des points de vie, il se passait des choses. Et il y a aussi un thème de réanimation. Tu vas mettre des trucs au cimetière, tu vas vouloir soit les remettre dans ta main, soit les remettre directement en jeu. Voilà un petit peu le bail du
deck. Donc, je dirais, ouais, on va dire, il y a pas mal de cartes rouges avec notamment donc je pense de la gestion, des pirates, des choses comme ça. Bref, ça fait partie un peu du thème brigand, enfin gredin, etc. Le noir est quand même bien présent. Je pense que c'est un peu le thème principal avec, donc comme je disais, le fait de pouvoir réanimer, le fait de pouvoir détruire des bêtes adverses, etc. Ça va nous aider. Et le blanc est là notamment pour le gain de points de vie, pour la gestion aussi, hein, mais pour le gain de points de vie qui sert aussi à l'intérêt du deck. Hello Raph, tu vas faire du contenu Alter à la sortie, merci pour tes émissions, tu me fais aimer et TCG. Bah écoute, bien sûr, Alter, ça y a aucun problème, on sera les premiers sur le rap à ce niveau-là. On a déjà fait une émission sur YouTube sur les jours du dimanche qui a très bien fonctionné. Je crois que c'est une des meilleures émissions de la chaîne, enfin une des plus grosses vidéos de la chaîne, où on parle d'Alterd, et bien sûr je suis super hypé, et en plus il y a beaucoup de gens que je connaissais de Magic qui ont travaillé sur Alter, donc bon, ça va être un jeu qui va être fortiche. Sur le plan standard, il fait des folies, tout à fait. Aux joueurs, c'est directement sur les points de vie, c'est pas un commandement. Non, c'est effectivement, quand là tu vas infliger des blessures à un joueur, c'est tu attaques, il bloque pas, et boum, tu as mis 3, et en plus tu fais donc un de ses effets suivants. Chaque joueur se défausse d'une carte, donc bah, tu es compté dedans, mais tu peux très bien, si jamais par exemple tu as pas de carte en main, faire cet effet, et du coup il n'y a que lui qui va s'en défausser. Ou bien si jamais tu as une carte que tu as envie de mettre au cimetière, peut-être pour la réanimer, peut-être parce qu'elle a, la capacité folie, ou que sais-je, donc c'est cool. Chaque joueur perd 1 point de vie et pioche une carte. La petite perte de points de vie, c'est bien pour emmerder l'autre. Piocher une carte. Encore une fois, ce sont des effets qui sont symétriques, donc il faut le faire en fonction de ce qui vous arrange. Et chaque joueur sacrifie une créature. Et en fait, l'avantage de ça, donc ça c'est vraiment très fort, s'il n'a plus qu'une seule bête, et que vous avez Turlupin et une petite 1-1, un petit mercenaire qui traîne par exemple, je rappelle hein, que c'est le token, je sais pas où il est. Ouais. Le token mercenaire qui est assez visible dans cette édition. Et bien voilà, vous avez un petit mercenaire, vous attaquez avec votre Turlupin, vous sacrifiez votre mercenaire, lui doit sacrifier quelque chose. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous choisissez n'importe quel nombre. C'est-à-dire que vous pouvez faire les 3, 1 des 3, 2 des 3, ou 0 si ça vous arrange pas. Et en plus, vous avez mis des points. Donc vraiment, Turlupin, c'est le bon copain. Tu n'as pas peur de l'overdose de TCG, tu veux pas faire un peu de FF11? C'est que FF11, pour l'instant, il est dans un coin de ma tête en mode ah, c'est ma petite Madeleine de Proust, FF11. Attends, je vais juste me mettre. Je suis plutôt là, du coup. Je vais me mettre de façon à ce qu'on voit mieux les cartes. FF11, ouais, de temps en temps, j'y pense, mais c'est un jeu, je pense, j'y rejouerai quand, j'aurai de nouveau du temps, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Et 2, quand vraiment ça manquera de fou. Voilà. Et pour l'instant, ça va. Alors, je vais juste faire un truc. On va mettre un petit peu sur le côté, voilà, de façon à ce que je puisse vous montrer 2 cartes à chaque fois et que vous les voyez en le plus gros possible. Je pense que ça me semble pas trop mal comme ça. On va save et on va retourner sur la page en question. Voilà. Donc, est-ce que je vais faire une overdose de TCG? Il y a peu de chance. Il y a peu de chance parce que je peux avoir des passions un peu cycliques. Je peux découvrir de nouvelles passions. Mais de manière générale, à partir du moment où il y a un truc que j'ai beaucoup aimé pendant longtemps durant ma vie, il y a peu de raisons que je me dise vas-y, en fait, ça m'emmerde, etc. Des fois où je vais être un peu plus hypé que... Voilà, quand il y a une nouvelle édition, je suis plus hypé par exemple. Je suis pas sur Magic tout le temps. Mais là, par exemple, faire ce que je fais, je sais que ça me dérange pas de faire ça. Je suis encore une fois une bonne partie de la nuit. Par contre, je vais juste mettre une petite liquette, parce que j'ai un petit peu froid. Juste être dans de bonnes conditions. On va se mettre bien. Quand j'aurai un petit creux, je sortirai les fingers. Et on sera pas mal. Hop là. Salut Boomer80, j'espère que tu vas bien. Le vélo va revenir en force ou alors le sport. Le vélo, tu parles du vélo elliptique là? J'en faisais à la salle, mais il faut que je rende mon abonnement à la salle. J'ai pas du tout le temps d'aller à la salle. Et en ce moment, non, on essaie de gratter pour avoir un abonnement de padel pour essayer d'en faire un maximum. Et c'est ça qui me ferait le plus plaisir. Bref, Turlupin, bonne carte. Et en plus, pourquoi il est là hein? C'est parce que c'est un gredin, c'est surtout ça. Ils ont essayé de mettre tous les gredins, pirates, psychagogues, assassins et... Il me manque un. C'est quoi? Mercenaires. Possible, puisque voilà, c'est vraiment... Moi j'aime beaucoup les decks à thème. Depuis que j'ai commencé Magic, où il y avait le deck Gobelin à thème, il y avait le deck... on appelait ça un deck à thème à l'époque.
On a appelé ça tribal à la fin, enfin un peu plus tard. Basé sur les types de créatures, j'aime beaucoup. J'ai joué Gobelin en Legacy pendant un moment, j'ai beaucoup aimé. J'ai joué Elf, c'est vraiment très cool. J'ai joué des zombies, j'ai joué des dragons, j'ai joué des rondins, enfin bref. J'aime beaucoup la synergie qu'il peut y avoir sur les types de créatures, et donc là, bah, c'est un peu le cas. Dévastateur de la flotte implacable, c'est une 4-4 pour 5, menace contact mortel, on apprécie. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque joueur perd un tiers de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure. Ok. Donc, si jamais tu es par exemple à 13, eh bien, si tu divises 13 par 3, ça te donne 4, quelque chose. Et donc, tu vas perdre 5 points de vie. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est un peu à double tranchant. Mais en même temps, si jamais vraiment t'es dans la merde, bah tu le joues pas. Et le fait d'avoir une 4-4 menace contact mortel, bah mine de rien, ça met des points. Donc, alors là, on va être en duel commandeur, donc on va jouer à 20 points de vie. Mais oui, je pense qu'on peut quand même le laisser, même s'il coûte 5. Bon, ça reste une bête un peu costaud. Saprobionte, j'en fais des cauchemars de ces créatures. J'ai eu un deck Saprobionte, effectivement. Avec... Ah, j'ai plus le nom. Force verdoyante. Ouais. Bref. Entité de miroir, bah elle, ça c'est un change-forme, donc il a tous les types de créatures, donc ça marche aussi avec les mercenaires et compagnie. Change l'un, et jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de XX et à carte tous les types de créatures. Alors ce qui est sympa, excusez-moi, ce qui est sympa, c'est que ça permet de transformer toutes les bêtes, notamment en hors-la-loi. Mais bon, est-ce qu'il y a beaucoup de bêtes qui ne sont pas hors-la-loi dans ce jeu? Je suis pas certain. Mais surtout, ça permet à des petites bêtes comme ça de pouvoir grossir, puisque, alors attention, c'est pas plus X, on va fixer la force et l'endurance. Si par exemple vous payez 5, et ben ça devient une 5-5, ça devient une 5-5 vol, le rat devient une 5-5, etc. Donc j'ai un peu joué cette carte là, c'est pas mal dans les decks qui mettent des petits tokens quoi. Tu mets des petits tokens, puis après tu payes X et boum, t'as tout le monde qui grossit et ça devient fortiche. Des KTM tellement kiffant de build son deck. Ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir l'immensité de Magic, tu te concentres sur... c'est déjà pas mal, hein. Franchement, quand tu fais un deck elf aujourd'hui, t'as peut-être 200 elfes différents, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu peux plus facilement voir, et puis voir les interactions. Ah bah tiens, c'est sympa, parce que du coup, quand j'ai plein d'elfes, il se passe ça. Il y a les chefs, les boss. Alors pour le coup, j'ai pas eu un deck comme ça. J'ai eu des potes qui en avaient, mais j'en ai pas. Ce sont les Slivoid. Slivoid qui se donnent des capacités à tous. Tous les Slivoid ont le vol, tous les Slivoid ont le +1/+1, tous les Slivoid machin, donc du coup plus t'en mets et plus tous les Slivoid deviennent gigantesques, c'est plutôt pas mal. Casse-cou de la flotte implacable. C'est un pirate de 1 initiative pour 2 quand il arrive sur le champ de bataille, exilez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis le cimetière d'un adversaire. Vous pouvez la lancer ce tour-ci, et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. Si le sort devait être mis dans un cimetière, exilez-le à la place. Donc ça rappelle notre ami le... de temps en temps, je vous ferai des petits points cartes. Snapcaster Mage, bien sûr. Snapcaster Mage, qui était vraiment considéré comme une des meilleures bêtes bleues de Magic. Je sais pas trop si c'est encore le cas, mais je pense qu'on joue encore volontiers. Une carte qui a été créée par un joueur. Ils l'ont pas réédité, Snapcaster Mage? Ah si. Ouais, aussi. Voilà, il y a plusieurs éditions. On va mettre une en français. Je sais pas si vous voyez. On va mettre une en français. On va mettre. Celle-ci est en français. Et à la base, c'est un gars qui a gagné un invitational, c'est ça? C'était qui? C'est Thiago Chan. Thiago Chan qui donc a gagné un tournoi qui s'appelle l'Invitational en 2007 et donc où ils invitaient donc des joueurs très très famous à participer et où du coup le gagnant avait le droit de faire sa carte. Donc alors, pour avoir pas mal discuté avec Antoine Ruel qui a eu aussi l'occasion de faire sa carte, hein, il a été mon collègue à Magic Corp pendant un moment, c'était un Français qui a eu sa carte de fête. Bon, tu fais pas ce que tu veux. Hein. Enfin, il disait, voilà, moi je proposais un truc qui est vert qui coûte 3, ils m'ont fait un truc blanc qui coûte 4. Bon. Mais bon, ça reste quand même pas mal Ranger Deos. Mage Lance-Vif, voilà, c'est vraiment une excellente carte puisqu'elle permet de rejouer des sorts à nous. Là, le truc, c'est que ça va être des sorts à lui. Et on a remplacé le flash, qui est quand même plutôt capacité bleue, donc qui permet de jouer en éphémère, par l'initiative. Donc évidemment que Mage Lance-Vif est plus fort, mais ça c'est pas mal et ça permet de choper les trucs adverses et de pouvoir les rejouer. En vrai, c'est plutôt sympathique. Des souvenirs de Goblin Grenade dans ma tête, effectivement. Depuis la paix de ce week-end, mon but, c'est faire un deck bovidé fiable. Je sais pas si ça existe. Bah après, tu peux mettre des change-formes, c'est des bovidés. Enfin, c'est pas les change-formes.
À l'époque, il y avait deux types de créatures qui changeaient la règle, entre guillemets, enfin, qui avaient un impact sur les règles en elles-mêmes. C'était le mur ne pouvait pas bloquer, et le fait d'être... il y avait mur et il y avait légende. Et maintenant, ils ont fait légende en tant que surtype, donc ça va être créature légendaire, 2 points, change forme, ça n'a rien à voir. Et ils ont laissé les murs, mais juste maintenant, quand tu es mur à Magic, tu peux très bien attaquer, sauf que tous les murs ont eu un air attaque qui fait que maintenant ils ont le défenseur, donc ils ne peuvent pas attaquer. Mais tu as des fois des cartes défenseurs qui ne sont pas des murs et qui ne peuvent pas attaquer. Bref. Toujours est-il que... je sais pas pourquoi je disais ça. Il y avait un but, mais je l'ai plus. Oh, tant pis. Bref. Capitaine Lanneret Tempeste. Célérité. Une petite pirate de 2. Chaque fois qu'elle attaquerait un champ trésor, on sait bien, ça va dans le thème, bien évidemment, du trésor, que je vais trouver ici. Pour vous montrer. Vous ne connaîtrez pas. Le trésor, il est là. Ok, et à chaque fois que vous sacrifiez un trésor, la capitaine Lanneret Tempeste gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Alors ce qui est un peu relou avec elle, c'est que je sais qu'elle avait été jouée pendant un moment dans des decks très aggro mono rouge. Le problème, c'est qu'en fait, il faut qu'elle attaque, et elle est que 2/2. Heureusement qu'elle a la célérité, mais c'est vrai que c'est un petit peu léger. Alors, qui filait c'est lui, il fait quoi? La vigilance, ouais, donc c'est pas forcément utile. Et elle disait à chaque fois qu'au moins hors la loi que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton trésor, et on peut sacrifier des trésors pour les booster. Donc éventuellement. Mais c'est vrai que, bon, alors je vais la laisser parce qu'en plus en duel, franchement, ça peut être vraiment pas mal. Notamment si vous avez géré un truc avant, quoi que ce soit. Fin de tour, je te gère ton bloqueur. À moi, j'attaque. Et quand tu commences à créer un trésor, bah c'est vraiment, ça commence à être intéressant. Mais voilà. Le regroupement meilleure capacité ever. Le regroupement, c'est vraiment des pires trucs qu'il ait jamais fait. Mais bon, j'imagine que c'est du troll. Saisir l'occasion. Pour 3. Chaque adversaire choisit célébrité ou fortune. Ok, donc là, alors, attention, on se rappelle que là, on va réfléchir en 1 contre 1. Donc, il y aura qu'un adversaire qui va choisir. Pour chaque joueur qui a choisi célébrité, acquiert le contrôle d'une créature que ce joueur contrôle jusqu'à la fin du tour. Dégager ces créatures, elles acquièrent la célébrité jusqu'à la fin du tour. Donc, c'est l'équivalent d'une carte qui s'appelle menace qui permet de faire ça. Pour chaque joueur qui a choisi fortune, vous piochez une carte et vous créez un champ trésor. Donc, on va retirer cette carte parce que c'est clairement une carte qui va être pourquoi un peu marrante à plusieurs, mais en 1 contre 1, elle est strictement moins forte qu'une carte que déjà j'aurais pas spécialement mise, parce que c'est l'adversaire qui choisit. Donc il peut dire, bah, en fonction de ce qu'il arrange, bah, je vais plutôt faire le premier effet ou le deuxième effet. Donc ça va rejoindre Mage sans démarrer, Maléfique hexagonale, Seigneur Ogre, Intervention d'Héliode, dans les cartes qu'on va retirer pour le duel commander. Je pense pas qu'elle soit ouf. Grenzo, fauteur de ravage, une de 2 pour 2. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, choisissez l'un. Inciter une créature ciblée que le joueur contrôle, alors il n'y a pas marqué, mais inciter c'est, en gros ça va forcer une bête à attaquer, si possible un autre joueur, mais bon là on est en 1 contre 1, donc c'est un peu moins bien. Ou alors exiler la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer cette carte et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. Alors le problème de ça, c'est qu'il y a marqué lancer, et il y a une différence à Magic. Je trouve que c'est... Je vais être honnête, je trouve que c'est pas très intuitif. Ils auraient pu avoir le même terme, et bon bref. Parce qu'en fait, jouer une carte, vous pouvez du coup jouer n'importe quelle carte et en plus jouer un terrain. Lancer une carte, vous pouvez pas lancer un terrain. Vous pouvez lancer du coup une carte non terrain, mais pas un terrain. Je trouve que déjà ils expliquent pas ce que ça veut dire inciter, c'est un peu relou. Retirez-moi le texte d'ambiance de mort et mettez-moi un reminder text sur inciter. Je trouve que ce sera vraiment plus accessible. Et ensuite de ça, la différence entre lancer et jouer, je mets au défi un nouveau joueur de jouer cette carte correctement et de pas croire qu'il ne peut pas lancer un terrain, quoi. Bref. Donc on peut lancer effectivement des cartes du deck adverse, mais pas des terrains. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur. Donc lui, mais d'autres personnes, il peut faire son effet directement. Donc, je vais quand même le laisser, c'est une petite de 2 pour 2. Mais voilà, l'incitation est un peu moins forte, donc du coup force à attaquer en duel commander, c'est moins fort. Et voilà. Yugi, c'est bien plus clair, exactement. Un peu soif en ce moment. Je parle beaucoup, donc je ferai pas mal de pauses glouglou. Vous m'en excuserez d'avance. Maraudeur d'Angrasse. Alors écoute 7. Peut-être, je suis pas sûr, je sais pas si elle va passer le cut. 4-4. Si une source que vous contrôlez devrait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur,
elle inflige à la place le double de ses blessures à ce permanent ou à ce joueur. Donc là, je suis partagé parce que les stats sont vraiment pas folles. Mais ça peut quand même finir un peu la partie et ça peut être cool. Le truc, c'est que voilà, comme on va être en duel commander, les cartes à 7 mana, c'est vraiment un peu le bout du monde. J'allais dire, je voudrais voir en fait le nombre de cartes qui permettent de réanimer. Éventuellement, s'il y a des cartes qui me permettent de mettre directement depuis le cimetière en jeu, alors là, ça peut être cool d'avoir des cartes à 7, 8 ou 9. Mais j'ai quand même l'impression, jusqu'à maintenant, qu'on est quand même sur quelque chose qui permet de jouer depuis le. Enfin, de récupérer en main. Voilà. Si vous faites ainsi, vous pouvez renvoyer une carte de créature cible depuis un dans votre main. C'est plutôt la capacité d'exhumation. Alors ça c'est pas mal. Ça, du coup, tu pourrais renvoyer, parce que c'est un hors-la-loi, parce que c'est un pirate. Ça permet de réanimer. Ça permet d'exhumer, donc de mettre dans la main. On est quand même plutôt, je crois, sur les trucs qui permettent de ramener dans la main. Regarde vite fait ce qu'il y avait avant. Et même, il n'y a pas grand-chose qui permet de faire ça. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'une seule carte qui permet de réanimer. Parce qu'une créature, vous renvoyez jusqu'à une carte de créature. Donc il y a beaucoup de cartes qui permettent... Enfin, il y a pas mal de cartes qui permettent de mettre depuis votre cimetière dans votre main. Donc ça fait du carte d'avantage, c'est plutôt pas mal. Mais en jeu, pour l'instant, j'en vois qu'une. Donc je vais dégager ça. Non, il n'y a pas de carte en double. Le commandeur, le principe, c'est que c'est un deck de 100 cartes, en comptant un commandant que tu vas pouvoir rejouer tant que tu as du mana. Et qui est une créature légendaire. Et tu as toutes les cartes en x1, sauf les terrains de base. C'est un des principes du commandeur. En fait, j'ai beau avoir bougé la caméra, je suis pas encore bien. C'est de pouvoir justement rejouer des cartes qu'on n'avait pas trop l'habitude de jouer. Notamment parce que... attendez. Tac. Ok. Voilà. Je suis bien là. Je crois même que je suis ici, c'est encore mieux, je crois. Juste pas que ça vienne sur mon portrait. Voilà. Ok, parfait. Ça va très bien. On save. Et on est bien. Donc voilà, j'aime beaucoup ce principe d'avoir plein de cartes différentes dans le deck. Alors qu'un deck de 60 cartes, techniquement, si tu mets 24 terrains, tu vas mettre, je crois, 9 cartes différentes. Si tu mets tout en x4, je parle. Tu mets tout en x4 dans un deck, oui, ça fait 36. 36 divisé par 4, ça fait 9. Donc tu peux avoir un deck techniquement constitué de 9 cartes différentes, ce qui est un peu dommage. Et même si j'aime bien la régularité, c'est quand même sympa quand il y a un peu de diversité. C'est toujours un peu le problème, c'est que tu peux essayer à la fois qu'un deck soit régulier, mais quand même, c'est quand même plus fun quand c'est un peu diversifié. Donc le Commander, c'est quand même plutôt cool. Équipage captivant. Alors ça c'est pas mal. Pour 4, vous avez une 4-3. Et vous pouvez payer 4 pour acquérir le contrôle d'une créature cible qui a un contrôle. Jusqu'à la fin du tour, on la dégage et elle peut acquérir la célérité. On peut jouer qu'en rituel. Mais donc elle fait l'effet de truc que j'ai retiré là. Sauf qu'en fait, elle peut le faire à chaque tour. Et là, ça commence à devenir intéressant. Et notamment avec des cartes qui permettent de sacrifier des créatures. Si vous avez... Je sais pas si j'en ai là. Ah si, elle. Alors il y a éventuellement elle. Sur Lupin qui permet de sacrifier des bêtes. Et moi, je pensais plutôt à elle. Voilà. Fane le courtier. Vous prenez... Vous posez ça. Il a des grosses bêtes. Vous payez 4. Vous récupérez le contrôle d'une bête. Vous attaquez avec. Et en plus, vous pouvez, au lieu de la rendre, la sacrifier. Faire un effet. Bref, c'est assez cool. Équipage captivant, ça peut vraiment être plutôt sympa. Plus de richesse pour 5, un enchantement. Quand il arrive sur la bataille, on crée 2 jetons trésor. Je vous remets ici, il y a un trésor. Hop. Et le premier sort que vous lancez à chaque tour, pour lequel du mana d'un trésor a été dépensé pour le lancer, à la cascade. Alors, cascade, c'est un peu le cirque. C'est un peu la foire d'empoigne. La cascade, ça permet, je ne vais pas vous lire le texte, je vais vous l'expliquer. Si par exemple, vous jouez une carte comme ça, vous faites ce truc-là, vous avez un trésor, vous le sacrifiez, vous achetez du mana, vous jouez ça, eh bien, il va aller dans la pile, et avant qu'il se résolve, on va regarder les cartes du dessus de votre bibliothèque, jusqu'à trouver une carte non-terrain qui a un coût de mana inférieur. Donc 4, 5, 4, 3, 2, 1, bref. Et cette carte-là, on peut la lancer gratuitement sans payer son coût de mana. Donc là, par exemple, si j'avais eu ça, et que ça c'était mon deck, je regardais la première carte, okay, c'était un land, je regardais la deuxième, je vais avoir plein de landes évidemment, hop, je regardais la troisième, ah bah tiens, panneau des primes, hop, et je la jouais directement, et ensuite elle se résolvait. Donc ça me permet en gros de jouer 2 spells par tour. Alors c'est un petit peu aléatoire, hein, puisqu'on ne sait pas, on sait rarement ce qu'il y a au-dessus de notre bibliothèque, mais ça peut faire des trucs un peu marrants.
Et rien que pour ça, je pense on va la laisser. C'est ouais. Alors des fois, tu peux récupérer une carte à 1, des fois, tu peux récupérer un contre-sort, et du coup, ça sert à rien, puisque bah, techniquement, le mec a pas joué de spell pendant que tu faisais ça. Mais parfois, tu peux récupérer une bête qui coûte 4 et qui est très forte, et là, forcément, tu te fais kiffer. Donc je pense que je vais la garder. Attendez, juste un truc, c'est que ça, j'ai pas lu encore. Ça, c'est là. Plus de richesse, pourquoi pas. Moi qui galère sur certains effets de cartes, l'équipe de démarrage, j'ai pas fini. Ah, c'est sûr que j'aurais mieux fait lire le texte. Ok. Quand vous lancez ce sort, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non terrain d'un coût inférieur. Vous pouvez la lancer sans payer son coût de mana. Mettez les cartes exilées au-dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ouais, ça va. Ça va. Bon. Bref, la cascade c'est un peu particulier, mais ça permet de lancer en gros à chaque fois 2 spells, quoi, dont un gratuitement. Il faut juste qu'il soit un peu moins cher. Et le fait que ça crée 2 jetons trésors de base, ça peut. C'est comme si ça coûtait 3 mana du coup, puisque vous allez pouvoir les rentabiliser à un moment donné. Et le fait de faire la cascade, bah, ça fait des trucs un peu marrants, donc on va laisser ça. Ça peut être aussi très fort. Mutinerie de masse, donc ça fait quoi? Pour chaque adversaire, c'est pas mal. Acquérir le contrôle de jusqu'à une créature ciblée que ce joueur contrôle jusqu'à la fin du tour. Dégager ces créatures avec la Donc vraiment, je vous répète que dans 2 choses. Donc il y a une carte qui s'appelle à la base Menace. Je crois que c'est la première fois qu'il y avait ce genre d'effet. Je crois que c'était en Carnage si je ne m'abuse. Je revois avec les gobelins qui veulent se partager un prisonnier. Oh, oui, c'était ça, précisément. C'était en. Alors, dans ma tête, il y avait 2 gobelins, mais je pense que c'était dans une autre version. Donc, Threaten, donc, qui s'appelle Menace, faisait exactement ça. Donc, quand tu vois qu'il y a une carte d'il y a 20 ans qui faisait ça et que tu vas devoir faire la même chose pour 2 de plus, parce que je rappelle que je veux jouer en duel commander, et donc, du coup, bah. Alors, oui, récupérer une carte quand tu joues à 4 et que tu récupères une carte de chacun de tes adversaires, c'est fort. Mais encore une fois, c'est moins fort que ça. Et par exemple, je pourrais le remplacer. Je pourrais très bien le remplacer. Mais attends, je vais l'avoir là, je pense. Je vais l'avoir là, il faut juste que je le chope. Hop là. Je vais pouvoir le remplacer par Shenyanko ou pas? Ouais, Ansel. Voilà. Typique. Si je veux faire ce genre d'effet, parce que ça a l'air quand même sympa dans le deck, bah, je peux mettre le nouveau truc qu'ils ont sorti. Donc c'est un nouveau menace. Attends, je vais juste regarder parce qu'il me semblait qu'il y avait une version, il y avait 2 gobelins qui... Voilà. La version en 9ème ou 10ème édition. Où t'as... Voilà. T'as 2 gobelins qui sont en train de se payer un pauvre boug. Les sages de motivation chez les gobelins sont rudimentaires mais efficaces. Très bien. Donc voilà, donc ce truc-là, ils ont fait une carte strictement supérieure, puisque c'est la même chose, sauf que Ansel, donc la carte, a le flash. Tant que vous avez commis un crime ce tour-ci, je rappelle donc le principe des crimes, c'est une nouvelle capacité dans cette édition, qui dit qu'à chaque fois que vous avez ciblé un adversaire ou tout ce qu'il contrôle, donc que ce soit un truc en jeu, dans sa main, dans sa... Bon, c'est vraiment dans la main, c'est plutôt le joueur, mais dans son cimetière, etc., vous allez pouvoir... Enfin, vous avez commis un crime, et donc vous allez pouvoir le jouer en éphémère. Et l'avantage de jouer ce truc-là en éphémère, c'est que, bah, imaginez le gars attaquer avec 2 bêtes, vous pouvez du coup en dégager une, et bloquer avec l'autre bête. Donc c'est vraiment très très fort. Donc voilà, peut-être que je mettrai des Ansel pour le moment. Mutinerie Mass, en tout cas, elle ne passera pas le cut du deck... Attendez, hop là. Du deck, qu'est-ce que je disais en duel commander. Mort avant l'aube. Pour 4, un éphémère. Jusqu'à la fin du tour, les créatures hors la loi que vous contrôlez gagnent +1 +0 et acquièrent, on l'engage. Créature inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée. Intéressant. Intéressant. Ça peut soit faire office de... Bon, déjà c'est un éphémère, donc on peut le faire alors que le gars a déclaré ses bloqueurs. Et en réalité, le fait de pouvoir la jouer avec... ce qui sera très probablement le commandant, à savoir Vian Oromancien, c'est assez intéressant, puisque lui, il dit que les... Alors là, vous contrôlez, on la vigilance, notamment. Donc ça veut dire qu'on peut très bien attaquer avec nos hors-la-loi, donc j'attaque avec ça plus ça. Voilà, je prends un truc au pif. Hein. J'attaque avec les 2, donc il ne s'engage pas. Et avant même les blessures, je peux très bien, du coup, faire ce truc-là, avant même les dégâts, avant même les bloqueurs, j'allais dire. Donc j'attaque. Je fais mort avant l'aube. Les créatures que je contrôle vont gagner +1 +0. Donc bah, elle va être 4-3 et elle va être 5-4. Et donc avant les blocs, on peut les engager. Tuer les bêtes qui sont en face. Parce que, bon, le principe c'est de leur tirer dessus quoi, un petit peu.
Et même si elles sont engagées, elles restent quand même attaquantes. Une créature qui a la vigilance et qui attaque reste quand même attaquante. Une créature qui bloque et qui s'engage reste quand même bloqueuse. Bref. Donc vraiment très fort. En tout cas, ça peut vraiment créer des petits tricks un peu sympas. Donc on va le garder. Médiateur d'eau grise, une 4/4 pour 4. Chaque carte de créature hors la loi dans votre cimetière a encore X étant sa valeur de mana. Qu'est-ce que l'encore? Là-bas, c'est une 4/4 pour 4, donc c'est plutôt des bonnes stats. Et en fait, ça va pouvoir permettre de rejouer les cartes de notre cimetière. Encore, ça veut dire, on l'exile et on paye son coût d'encore, donc le coût de mana en l'occurrence. Si par exemple, si c'était lui, eh bien on paierait 3 incolores. Pour chaque adversaire, créer une copie jeton qui attaque cet adversaire. Donc ça marchera malheureusement que pour un seul adversaire en duel commander. Donc elle attaque ce tour-ci si possible. Elle acquiert la célérité. Sacrifiez-le au début de la prochaine table de fin, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc on va l'exiler, donc on pourra le faire qu'une fois. Mais on va pouvoir, même en duel commander, c'est un peu l'effet de l'exhumation, ceux qu'on connu. Et alors ce qui est assez cool, c'est avec des capacités d'arriver en jeu. Par exemple, si jamais vous avez elle, vous payez l'encore, hop, elle arrive, et du coup vous allez pouvoir refaire l'effet, et donc rejouer un truc que lui avait joué, etc. Donc évidemment, avec toutes les capacités d'arriver en jeu, ça peut être vraiment cool. Et puis là, c'est une 4/4 pour 4, donc c'est assez fortiche. Reine Marchesa, c'est une 3/3 pour 4. Contact mortel célérité. Et là, pour casser des bouches, quand elle arrive sur champ de bataille, vous devenez le monarque. Alors, le monarque, normalement, il devrait y avoir un token monarque dans ce tas de tokens. Ah, tiens, quelqu'un aimait bien les boviers, voilà, le monarque. Alors, qu'est-ce que le monarque? Une capacité qui est très forte. C'est apparu à l'époque de Conspiracy. Et qui dit, donc vous avez un emblème. Donc un emblème, c'est un truc qui va se trouver dans la zone de commandement, donc là où vous mettez les commandants à la base. Ils ont mal écrit, mais c'est là sur la carte, effectivement. Vous avez un emblème qui dit que au début de votre table de fin, vous piochez une carte. Ce qui est extrêmement fort. Hein. Pouvoir piocher une carte au début de chaque étape de fin, c'est fort. Mais le contre-coup, si jamais une créature vous inflige des blessures de combat, son contrôleur devient le monarque. Ça veut dire que c'est bien, j'ai la couronne parce que j'ai mis cette carte. Je vais pouvoir donc du coup piocher à la fin de mon tour. Si jamais il arrive à me mettre des blessures de combat, donc c'est pas forcément évident. Hein. Si vous avez des bloqueurs, dont notamment une 3/3 à contact mortel, ça peut l'emmerder. Donc si vous arrivez quand même à gérer votre board, il va pas pouvoir vous piquer le monarque pendant son tour. Et là, vous allez repiocher à la fin de votre tour. Et si jamais vous avez piqué le monarque pendant son tour, malheureusement, il va piocher une carte au début, à la fin de son tour. Mais à votre tour, vous allez pouvoir le re-challenger, on va dire, et peut-être passer. Et si jamais vous arrivez à le blesser le joueur, eh bien vous récupérez le monarque. Donc on peut comme ça se passer la couronne et à chaque fois piocher une carte. C'est un peu à double tranchant parce que si jamais on n'a pas le setup qu'il faut, on peut perdre le monarque. Mais de manière générale, c'est une capacité qui est très forte. Parce que le fait qu'on commence et si jamais il n'arrive pas, la partie est un peu en statu quo, qu'il n'arrive pas à pouvoir nous mettre des dégâts avec une de ses bêtes, on garde le monarque et là on va piocher une carte de plus par tour. Généralement ça fait gagner dans un jeu de cartes. Bref. Et en plus de ça, au début de votre entretien, si un adversaire est le monarque, créez un jeton de créature 1/1 noir assassin avec le contact mortel et la célérité. Donc en plus, vous allez pouvoir, grâce à Marchesa, aller récupérer le monarque si jamais on vous l'a piqué, puisqu'avoir une 1/1 contact mortel et célérité, c'est-à-dire soit il doit tuer une bête s'il veut la bloquer, bon, à moins qu'il y ait l'initiative ou d'autres trucs, mais bref, généralement ça va être ça, soit il va devoir la laisser passer et vous allez pouvoir du coup récupérer le monarque grâce à ce petit assassin. Donc bonne petite carte de Reine Marchesa. L'assurance vie, oula, il arrive à un malheur. C'est un enchantement pour 5 à l'extorsion. À chaque fois que vous lancez un sort, vous pouvez payer soit un mana blanc, soit un mana noir. Ça, c'est le symbole des manas hybrides noir ou blanc. Si vous faites ainsi, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez autant de points de vie. Alors, pareil, l'extorsion, c'est une capacité qui est meilleure à plusieurs, puisque si vous avez 3 adversaires, vous leur faites perdre chacun un point de vie, vous gagnez 3 points de vie. C'est évidemment mieux que 1 pour 1, mais pour avoir joué à l'époque, extorsion, c'était retour sur Anika, je crois. Eh bien, mine de rien, faire des petits... À chaque fois que je lance un spell, je peux payer un de plus pour pouvoir faire ce petit drain de 1. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est effectivement plus impactant en multi, puisque vous avez plusieurs adversaires, à la fois, en 1 contre 1, vous avez que 20 points de vie. Et donc, faire du -1 + 1, ça fait un différentiel de 2 dans les points de vie, mine de rien, quand tu commences à faire ça sur 3-4 spells, tu vois la différence, quoi.
Et en plus, à chaque fois qu'une créature non jeton meurt, vous perdez 1 point de vie et vous créez un jeton trésor. Donc ce qui permet... Alors c'est un peu sympa, ça... Bah, en vrai, la carte me fait un peu chier parce qu'elle coûte 5, elle fait rien quand elle arrive. Et en plus, ce truc-là, il est obligatoire. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment low en points de vie, bah, il peut très bien vous tuer vos bêtes et vous allez vous mourir tout seul. Donc je crois pas que je la joue en duel commander. Je crois que je vais la remplacer par autre chose parce que autant créer des trésors à chaque fois qu'une de nos bêtes meurt pour 1 point de vie, quand on a 40, c'est ok. Si on est derrière et qu'on a cette carte, c'est vraiment horrible. Hein. Donc je pense pas la jouer. Est-ce qu'il y a un jeton couronne type galette des rois pour rappeler qui est le monarque? Bah oui, il y a le jeton monarque tout simplement que j'ai mis là. Mais de type galette des rois, tu veux dire? Enfin, après tu peux prendre ce que tu veux pour marquer le monarque. L'avantage d'un vrai token comme ça, c'est qu'il y a marqué... ça te rappelle ce que ça fait le monarque. Quoi. Brina, la démagogue. Elle vient de Strixhaven, l'école de magie. 1-3 pour 3 vols. À chaque fois qu'un joueur attaque un de vos adversaires, cet adversaire a plus de points de vie qu'un autre de vos adversaires. Alors, à chaque fois qu'un joueur attaque un de vos adversaires, donc ça veut dire que si je le transcris en mode 1 contre 1, alors c'est à chaque fois que vous attaquez un de vos adversaires. Cet adversaire a plus de points de vie qu'un autre de vos adversaires, ce ne sera jamais le cas. Ce joueur attaquant pioche une carte et vous mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature que vous contrôlez. Donc ça c'est vraiment nul en multi, enfin en 1 contre 1. Je réfléchis pour pas dire de bêtises, mais à chaque fois qu'un joueur attaque un adversaire, cet adversaire a plus de points de vie qu'un autre de vos adversaires. Ce sera jamais le cas. Ce joueur attaquant, nanana. Ouais, donc c'est une 1-3 vol pour 3, on va la dégager. Elle est pas forte en duel. Je regarde mes messages et je m'aperçois que ce n'est rien de pertinent. Paramètre Google Play de validation des achats. Très intéressant. Très intéressant. Idole de l'oubli. Un petit artefact, on paye pour 2. Il arrive, on peut l'engager, on peut piocher une carte. Je rappelle qu'un artefact qui n'est pas une créature n'a pas le mal invocation, on peut l'engager directement quand il arrive. On va piocher une carte et on n'active que si on a créé un jeton ce tour-ci. Donc ça va vraiment être bien avec les tokens. Alors, le fait est que ça là, la capacité de Vian n'est pas le fait de créer un jeton, puisqu'on va transformer des jetons. Donc on va pas les créer. Et Olivia, elle est où déjà? Olivia, c'est pareil, elle crée pas de jetons. Donc de base, ça c'est intéressant quand on a un commandant qui lui-même crée des jetons, comme ça on va pouvoir en faire pas mal. Là déjà, le fait qu'on puisse pas l'activer sans ça, c'est un peu relou. Ou alors on peut payer 8, l'engager, et créer un jeton de créature 10-10 incolore Eldrazi. Donc bon, évidemment, alors, je peux vous montrer le token Eldrazi. Mettre ça de côté. Bon, j'imagine une très grosse bête, mais il y a des trucs qui me chafouinent dans cette histoire. Alors, ce qui est relou, c'est comme ils sont recto verso. Voilà, le bench chance sur 2. Je l'ai perdu. Alors, il est où Eldrazi? Eldrazi est Sion, c'est pas... Voilà. Ok. Donc vous avez une 10-10, vous êtes très content. Vous avez payé 10 mana pour la faire. Hein. 2 plus 8. Bon. Elle n'a aucune capacité, ça veut dire pas de capacité d'évasion, même au moins le piétinement, parce que bon, 10-10, on considère qu'en tant que 10-10, le piétinement ça reste une capacité d'évasion. Pas de vol, pas de machin, aucune capacité de protection, comme linceul, défense aïsmanique, même le parade, etc. Et en plus, comme c'est un token, si jamais il se fait bouncer, donc si on le renvoie en main, il cesse d'exister, donc on n'a même pas besoin d'avoir un anti-bet. Donc franchement, cette carte-là, je pense qu'elle passera pas le cut, parce que ça c'est situationnel, et ça c'est trop cher. Voilà, pour avoir un truc qui en plus est un peu fragile. Eldrazi c'est un type de créature, ouais, enfin, c'est à la fois un type, lui il a à la fois le... Comme c'est un token généralement, il a à la fois le nom et le type, c'est le même. Voilà. Donc ça dégage, et ça dégage. Fabricateur de l'académie. C'est une 1-3 pour 3. Si vous deviez créer un jeton indice, nourriture ou trésor, à la place, créer un jeton de chaque. Bah, c'est pareil, hein. Le problème c'est que... Ouais. Après, il y a des cartes qui créent des jetons, mais ils sont pas non plus foison, quoi. Alors, elle, faut qu'elle attaque. Ah, je crois que c'est pas bon. Hein. Je vois un peu ce qu'ils ont voulu faire, mais je crois que ça dégage. Panneau des primes. Pour 3. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Très bien. C'est un caillou. On l'engage, on paye 1. Mettez un marqueur prime sur une créature ciblée. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. D'accord. Et enfin, à chaque fois qu'une créature avec un marqueur prime sur elle meurt, chacun des adversaires de son contrôleur
pioche une carte et gagne 2 points de vie. Ah oui. Donc, tu vas avoir un petit caillou qui te permet d'ajouter du mana. Tu peux, si tu veux, mettre un marqueur. C'est uniquement rituel, mais sur une créature adverse. Hein, tu vas faire ça là-dessus. Et à chaque fois qu'une créature qui a un marqueur prime sur elle meurt, il y a quand même pas mal de choses pour pouvoir tuer des bêtes dans cette édition. Tu vas, toi, du coup, pouvoir piocher une carte et gagner 2 points de vie. Je crois que c'est pas mal. Pour le coup, c'est un caillou qui donne du mana de la couleur qu'on veut, donc ça peut permettre de fixer. Il arrive dégagé, donc on peut directement avoir éventuellement, on peut payer 3 et puis avoir directement un mana en plus, donc c'est comme s'il coûtait 2 entre guillemets. On préférait qu'il coûte 2 évidemment pour jouer tour 2, mais vous avez un peu compris le raisonnement. Et en plus, le fait de pouvoir foutre des marqueurs primes avec toutes les cartes qu'on a pour gérer les bêtes, ça peut être intéressant. Ça pour le coup ça passe le cut. Ok, on va arriver du coup sur les terrains, on va aller plus vite. Alors il y a d'autres cartes après, hein. Ça c'est les terrains rares. Je vais passer sur le terrain, et évidemment en commandeur, on va mettre un maximum de terrains différents qui vont permettre de fixer le mana, donc d'avoir de quoi, ce qu'on appelle les bilands ou des trilands, de quoi ajouter du mana coloré, de façon à éviter d'avoir une couleur qui nous manque. Donc on a Land Fétide, flambeau du commandement qui va... alors, sacrifier le flambeau du commandement, mettez votre commandant dans votre main depuis la zone de commandement. Alors ça, le seul intérêt de cette carte, c'est que ça permet de rejouer son commandant pour moins cher, puisque techniquement, si ça fait... Donc la première fois qu'on le joue, mettons que ce soit lui, la première fois qu'on le joue, il va coûter 3. S'il se fait gérer, il retourne en zone de commandement, on le rejoue pour 2 de plus, donc il coûte 5. Et là, imagine qu'il se fait gérer, on est quand même content d'avoir cette carte-là pour dire, bah vas-y, je sacrifie, et au lieu de la payer pour 7, du coup, je la mets dans la main et je la rejoue pour 3. Mais, je suis contre les cartes qui ajoutent du mana coloré dans un jeu tricolore, qui plus est, préconstruit. Donc, je crois que je vais virer ce terrain, et je vais plutôt ajouter les terrains non base, si je peux en récupérer de l'édition que j'ai ouverte, parce que c'est vraiment un coup à ce que tu es... Voilà. En plus, moi, je veux jouer... Il y a des chances que je joue donc Vian, qui demande au tour 3 d'avoir les 3 couleurs. Si tu as ça dans une de tes terrains de départ, parce que tu n'as pas le choix, tu fais un peu la gueule. Donc ça m'intéresse pas trop. Caveau de l'Archange, c'est pareil. Tu peux donner les créatures que vous contrôlez, à qui a le contact mortel et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. C'est bien gentil, mais je trouve que ça ne vaut pas le fait d'avoir de l'incolore. Il faut savoir un truc, c'est que à la base, comme les decks sont pensés pour du multijoueur, si en multijoueur pendant 5-6 tours on n'a pas, il nous manque une couleur, c'est un peu relou, mais c'est pas très grave, puisque de toute façon on va être du coup peut-être moins menaçant et les gens vont moins vouloir nous casser la gueule. Et encore une fois, le Commander est un jeu qui se joue normalement, notamment comme ça, avec des decks préconstruits, ça va prendre du temps. Donc tu as le temps à un moment donné de récupérer ton mana. Bon, moi pour avoir beaucoup joué en duel Commander, on veut absolument du mana coloré, et à moins d'être un jeu monocolore ou un jeu bicolore et d'avoir vraiment une capa intéressante sur le terrain, les cartes qui donnent de l'incolore, on n'en veut pas. Hop là. S'il se fait gérer, il oublie son surplus précédent. Non, en fait, il coûte 2 de moins à lancer, 2 de plus à lancer, pour chaque fois qu'il a déjà été lancé depuis la zone de commandement. Donc il oublie jamais. Jamais il oublie. Semaine du Crâne Dragon, ça je veux bien. Alors, attends, ça c'était les cartes. Donc ça, d'accord. Temple du Silence, d'accord. Temple de la Malice, ok. Verger exotique, on va ajouter un mana de la couleur de votre choix, qui est un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Alors, c'est un peu à double tranchant, puisque le fait de pouvoir compter sur les adversaires, des fois ça peut être relou. Je crois que c'est pas vraiment un terrain qui est joué en duel commander. Mais là, j'ai l'impression que quel que soit le jeu que j'ai en face de moi, soit c'est un tricolore, et dans ce cas-là c'est évident, comme il y a 5 couleurs à Magic, si j'ai un tricolore, quel que soit le tricolore en face, je vais au moins avoir un mana qui partage. Donc voilà, et ce bicolore là a notamment du rouge. Donc je me dis, Verger exotique c'est pas déconnant, parce que la plupart du temps, il pourra quand même récupérer, contre lui, il récupérera du coup du vert et du noir, contre lui, il récupérera du... Non, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, contre lui, il récupérera... Ah, il récupère que du noir contre lui, merde, mince. Ok, donc que du noir. Ici, il récupère quand même du blanc et du rouge. Je vais y arriver. Et contre lui, il récupère que du rouge. Ouais, en vrai... Ouais, je crois que je préfère faire autre chose. Hein. Ouais, je crois qu'il dégage. Allez, dégage, out. En fait, s'il y avait que des tricolores et qu'il y avait
de fortes chances que tu ajoutes au moins 2 couleurs, je dis pas. Mais là, bon, si c'est pour ajouter soit du rouge, soit du noir, il y a quand même 2 chances sur 3 que ça n'ajoute qu'une seule couleur au bon vouloir de l'adversaire. Parce qu'encore faut-il qu'il ait la couleur en question. Bref. Temple du Triomphe, d'accord. Rituel du haut des falaises, d'accord. Chapelle isolée, ok. Enclave des breeders, pardon. On ajoute de l'incolore, ça m'intéresse pas. Pour 3, on pioche une carte, n'activez que si vous contrôlez une créature de force supérieure à 4. Alors en plus, c'est pas mal comme petit terrain. Mais des bêtes à 4 ou plus, enfin, je joue pas vert. Enfin, le deck ne joue pas vert et il y en a quand même beaucoup, c'est pas le cas quoi. J'ai quand même vu beaucoup de 3x, 2x, etc. Donc ça dégage. Est-ce que les Patriotes jouent des decks bleu-blanc rouge? Bah, en tout cas, on appelait ça un deck Patriote à l'époque. Caverne de Koilos, oui. Forge de campagne, oui. Soul sulfureuse, oui. Ça s'appelle les Penland. Prairie rocailleuse, oui. Bourbier abandonné. Contre-enfin. Dès qu'il y a marqué, j'arrive en jeu. Enfin, en fait, là, on en est même plus à... Dans l'idéal, moi, en fait, pour avoir fait pas mal donc, de deck commander, ce qu'on voulait, c'était des terrains qui arrivent en jeu, qui avaient la possibilité d'arriver en jeu dégagé, et qui ajoutaient l'une ou l'autre des couleurs. Alors, le problème de ce genre de terrain-là, c'est qu'en fait, si vous avez pas d'autres terrains, bon, c'est rare d'avoir qu'un seul terrain, mais en tout cas, si vous en avez 2 en main, mettons, ouais, imaginez que vous avez ça et ça en main, bah, en fait, vous avez rien. Vous pouvez pas créer de mana. Après, il vous suffit d'avoir un autre truc, et là, vous pouvez dire, bah, ok, je convertis ce mana incolore, enfin, ce mana en ça, puis je le convertis en ça, ou l'inversement. Bref, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, mais donc, faut faire attention à ce genre de trucs. Et on a évidemment les Fetchland et les Raveland qui faisaient carrément le live. D'ailleurs, non, c'est pas un Raveland, je crois. Donc ça arrive engagé, mais ça peut se recycler. Bref, on prend. Tout ce qui, franchement, je serais pas trop regardant sur le côté arrive engagé ou pas, même si évidemment on préfère que ça arrive pas engagé. Par contre, je veux des couleurs. Je veux des couleurs. Je veux qu'il y ait le moins possible de color death. C'est vraiment le pire truc. Ça, je prends. Ok, on retourne du coup sur. Bah, est-ce qu'on finirait pas du coup par les. Je vais finir par les terrains. Voilà. Tour de commandement qui est un des meilleurs lands en commandeur, évidemment. T'en mets un dans tous les decks commandeurs qui ont moins de couleurs, puisqu'il n'a pas de défaut, il arrive en jeu dégagé. Et il va ajouter le mana donc, dont tu as besoin. Puisque tu as forcément l'identité couleur d'un commandant, c'est les couleurs que lui a dans son coup et dans son texte. Donc voilà. Évidemment, c'est très fort. Marécage de Bojuka, je suis partagé. Parce que quand un terrain ajoute qu'une seule couleur de mana, pour moi, il doit être vraiment supérieur à un terrain de base. Notamment quand il arrive pas engagé. Et d'ailleurs, la plupart, c'est pas le cas. Donc là, arriver engagé pour pouvoir exiler le cimetière d'un joueur ciblé, ça m'emmerde. Je crois que dans 80% des cas, je préférerais avoir un marais. Je préférerais avoir un marais qu'un truc qui arrive engagé qui, de temps en temps... Alors j'imagine que contre lui... Bon, je sais même pas d'ailleurs en plus. Je connais pas les autres commandeurs, mais j'ai l'impression que je préférerais avoir un marais. Voilà l'ascendance. Il arrive engagé, on ajoute un mana de la couleur de votre choix et de l'anticouleur de votre commandant. Quand ce mana est dépensé pour lancer un sort de créature qui partage un type de créature avec votre commandant, regarde 1. Donc c'est une petite tour de commandement, ça arrive en jeu engagé, mais ça a un petit avantage. Encore une fois, si ça arrive engagé, mais que ça peut me filer du mana que je veux, je prends. Passage des malandrins. Alors c'est le moment où j'hésite un petit peu parce que cette carte-là, elle donne de l'incolore, donc c'est chiant. Par contre, elle dit pour 4, une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Et moi, c'est vrai que dans ce deck-là, il y a beaucoup de cartes qui ont envie de passer, quoi. Il y a beaucoup de cartes qui, si jamais tu passes, t'es content. Mais encore une fois, je crois que je veux pas d'un truc qui est coloré, quoi. Qui est incolore, je veux dire. Il y a des trucs à double noir et tout. Non, mais je peux pas me permettre de jouer ça, moi. Pour 4, c'est cher. Ouais, c'est vraiment pour les fins de partie, quoi. Champ de démolition. Alors, on peut soit ajouter de l'incolore, soit en gros sacrifier, enfin détruire un terrain adverse, mais c'est un peu le bout du monde, ça m'intéresse pas. Pic souillé, je prends. Alors, en plus, ça c'est intéressant. Parce que Pic souillé, il a besoin d'un marais pour pouvoir être un biland. Donc, ça fonctionne avec ce genre de terrain-là, qui est à la fois marais et montagne. Et évidemment, ça fonctionne avec un marais classique. Mais c'est une raison de plus pour pouvoir retirer ça et mettre à la place un marais. Puisque ça, ce n'est pas un marais, même si il y a marqué marécage, c'est pas un marais, parce qu'il n'a pas le type de terrain. Donc clairement, je préfère avoir un marais que ça, notamment donc pour le côté arrivant en jeu dégagé, mais en plus pour le fait que il va pouvoir activer Pic souillé. Ça file d'initiative, c'est bien gentil, mais ça donne l'incolore. Ça, c'est très bien, c'est un triland
qui donne le mana qu'on veut. Alors, ajouter 2 mana, n'activez que si vous contrôlez au moins 5 terrains. Ce temps de la fausse divinité, c'est pareil. C'est-à-dire que, encore une fois, en multijoueur, j'ai l'impression que c'est pas mal parce que de toute façon, au bout d'un moment, on va avoir plein de mana et on va vouloir jouer des gros spells ou rejouer notre commandant. Temps de la divinité, c'est un terrain qui n'ajoute aucun mana quand vous avez 4 terrains au moins. Relou. Et qui commence à ajouter 2 mana incolore. 2 mana incolore, c'est bien, mais il y a quand même incolore. Si vous contrôlez 5 ou plus. C'est une carte que je veux pas jouer en tricolore. Et ensuite, il y a des plaines, des marais et des montagnes. Donc, je reviendrai, je vais voir en fait tout à l'heure quels sont les terrains qu'il y a que j'ai récupérés dans le display qu'on a eu là. Et si jamais je vois qu'il n'y a pas suffisamment de bilan, je compléterai avec des terrains de base qui sont en fait qui sont des terrains qui sont généralement mieux que des terrains qui ajoutent de l'incolore et qui peuvent profiter du mana pour éventuellement faire un truc les soirs de pleine lune. Donc vraiment, je veux un maximum de cartes colorées dans ce genre de deck. Revenons à où sont passés mes moutons ici, puisque on arrive. Je vais dégager ça. Puisqu'on arrive donc sur les Unco et les communes, et on aura fini le deck. Donc là, je vais regarder peut-être un petit peu après ce que je peux remplacer. Le problème, c'est que j'ai pas fait l'analyse des cartes de l'extension, donc bon, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Je vais voir ce que je vais faire. Indolent Brume Prairie, c'est une 1-1 lien de vie pour 3. Protection contre la valeur de mana supérieure ou égale à 3. Donc chaque carte qui coûte 3 ou plus, il y a la protection contre elle. La protection, ça veut dire qu'il ne peut pas être bloqué, blessé, enchanté, ciblé par un truc du coup qui correspond à la protection en question. Donc ça paraît un peu nul une 1 lien de vie pour 2, mais en réalité du coup elle peut passer plus facilement parce que très vite on lui gère cette petite bête, soit il n'y en a pas eu, et en fait le fait de pouvoir mettre des points, ça peut être intéressant, notamment quand on joue Olivia. Le fait qu'on joue pas Olivia, me rend un petit peu dubitatif. Je rappelle Olivia à chaque fois qu'il y a en la loi que vous contrôlez un fiche des blessures de combat à un joueur, crée un champ trésor. Donc effectivement, ça et ça c'est pas mal. Du coup, tu vas pouvoir attaquer en tant que gredin, du coup c'est en la loi. Et mettre des points. Bon, c'est une 1-1 pour 2 quoi. Hein. C'est un peu middle. Pour l'instant, je vais la virer parce que je rappelle qu'on serait a priori plutôt parti pour jouer ça. J'ai l'impression que finir l'analyse des decks à minuit, ça va être chaud. Ah non, c'est pas un 22h minuit. T'étais peut-être pas là au début. Ce sera une nocturne aujourd'hui. Je vais me coucher à 5h du matin s'il faut. Enfin, je vais voir en fonction de mon sommeil. Mais je ne m'arrêterai pas à minuit, ça c'est sûr. Pillage de réquisition. Détruisez un artefact. Ah oui, donc ça sont des cartes qui viennent de l'édition. Ouais, c'est une sorte de marathon. Ouais. Marathon, mais je m'autorise une petite pause dodo si vraiment je vois que je suis au bout de ma vie. Quoi. Je ne veux pas jouer avec ma santé. Et puis, en fait, c'est même pas avec ma santé, je veux pas jouer avec mon bien-être. Si je sens que je suis fatigué, je vais me coucher. Mais effectivement, j'aimerais en tout cas, d'ici jeudi soir, vivement la rediff YouTube. En plus, la rediff YouTube, je vais la découper en différents épisodes pour chaque pour chaque deck. Voilà. Jamais tiens jusque là. Non, mais tranquille. Oula, obligé de tenir. Pillage de réquisition. Détruire un artefact ciblé, détruire un enchantement ciblé, ou alors on met un marqueur +1 +1 sur chaque créature que le joueur ciblé contrôle. On peut faire les 3 si on paye 4. Ça j'aime bien parce que une carte qui fait que détruire un artefact ou un enchantement, des fois si le mec en a pas en face c'est un peu nul. Là le fait qu'on puisse quoi qu'il arrive mettre un marqueur +1 +1, moi j'aime bien ça. Prostri Changelin, on la met parce que c'est une 1-1 qui ne peut pas bloquer mais qui ne peut pas être bloqué non plus, surtout intéressant. Et comme c'est un Changelin, il est évidemment un hors-la-loi, donc ça c'est intéressant. En tour 1. Donc regardez, sans détruire une cible, créature ou enchantement qu'un adversaire contrôle, vous perdez un nombre de points de vie égal à la valeur de mana permanent. C'est très rare d'avoir des cartes qui gèrent les enchantements en noir. La carte en fait partie. Et ça fait surtout en anti-bet. C'est pas le meilleur des anti-bet, je trouve. Notamment, même pas sur le jeu en fait. Je crois qu'on va jouer autre chose que ça. Parce que c'est un rituel. Parce que, encore une fois, ça considère que, comme on est à 40 points de vie, on s'en fout de perdre des points de vie. En duel commander, on s'en fout pas trop. Et le fait de perdre autant de points de dégâts, le fait de gérer les enchantements, c'est bien gentil, mais en fait, on joue déjà du blanc, donc si vraiment on a envie de gérer les enchantements, il y a d'autres moyens. Je suis pas spécial en fait. Dispute mortelle. En tant que supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier un artefact ou une créature. Piocher 2 cartes et créer un jeton trésor. Ça va dans le thème trésor. Et en fait, on peut le faire en éphémère. Salut Untap. On peut le faire en éphémère qui. C'est un sub-bâton. Il analyse une carte de plus par sub, non même pas. Sur 20 points de vie, 19 ne sert à rien, certes, mais
tu n'es pas non plus là pour gaspiller tes ressources. C'est ce qu'on se dit généralement quand on se fait attaquer, pour dire bon, il vaut mieux que je prenne des dégâts plutôt que je jump block, que je bloque, que je perde ma bête, c'est sûr. Par contre, ouais, c'est pas la fête quoi. Donc ça, ce qui est cool, c'est qu'on peut le faire par exemple en réponse à une de nos bêtes va mourir par exemple. Et bien hop, on peut faire ça en réponse et piocher 2 cartes, mettre un trésor. On peut sacrifier un artefact, donc ça veut dire qu'on peut sacrifier un trésor à la place de le faire. Bref, ça je prends, ça pioche. Opportuniste morbide, un 3 pour 3, chaque fois qu'au moins une autre créature meurt, piocher une carte. Cette capacité ne s'éganche qu'une fois par tour, mais c'est trop bien de pouvoir dire qu'à chaque fois qu'une autre bête meurt, on va pouvoir piocher une carte. Ça nous fait du card advantage, on va la jouer. Maraudeur éthérien, une 2-2 pour 4, vol lien de vie. Il arrive sur le bataille, déplacez n'importe quel nombre de marqueurs +1/+1 d'autres permanents que vous contrôlez sur le maraudeur éthérien. Alors ça, j'aime pas du tout. Ça coûte cher, ça peut ne rien faire d'autre que être juste une 2-2 pour une 2-2 vol lien de vie pour 4. Ça, je pense que c'est pas assez bon pour que je laisse. Lanceuse d'encre titulaire, une 2-2 pour 5. Quand elle arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Ok. À chaque fois qu'une créature avec un marqueur +1/+1 sur elle que vous contrôlez attaque, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Ouais, c'est un peu chéro encore. Hein. Pour 5, on a une 2-2 bon, qui va quand même booster un truc. Il faut vraiment être dans une position assez offensive parce que sinon, bah, si on bloque, on a vraiment une 3-3 pour 5, c'est horrible. Je suis pas fan. Je suis pas fan, ça met pas de trésor. Il y a visiblement un mini-thème sur les marqueurs +1/+1, mais moi j'aime beaucoup ce thème-là, mais quand il est vraiment beau, enfin quand il est à fond quoi, même là. Tirer sur le shérif. On va détruire une créature non hors-la-loi ciblée, évidemment c'est très fort. Puisque même s'il y a pas mal de hors-la-loi, bah, clairement contre nous c'est très nul. Hein, parce qu'on a que des hors-la-loi, je crois. Mais contre les autres decks, on va évidemment en jouer un. Jean-Pierre Desclercs qui permet d'avoir la célérité de linceul et de s'équiper pour 0. On va la garder parce que bah, ça permet notamment de protéger notre commandant. Ça permet d'attaquer, ça permet... Non, ça c'est vraiment très bien. C'est pas forcément une carte que je conseillerais dans tous les decks duel commander. Mais là, en préconstruit, je pense que ça fera carrément le taf. Chapardeur impulsif, une 1-1 pour 1. Quand il meurt, on va créer un jeton trésor. Il a l'encore. Donc on peut payer 4 pour pouvoir le rejouer. Bon, ça me paraît un peu nul ça. Hein. Ça marche avec les trésors, certes. En fait, je m'aperçois qu'il n'y a pas énormément de trucs qui mettent des trésors. Donc il y a peut-être un monde où je joue Olivia en fait. Je joue pas l'autre gars là. Parce que là, putain, une 1 pour 1 elle accomplit pas grand chose, hein, je trouve cette carte. Impetus brillant. Un enchanté créature, que j'aime pas ce genre de permanent. Elle va gagner +2/+2, elle est incitée la créature, donc elle va devoir attaquer à chaque combat. À chaque fois que la créature enchantée attaque, vous gagnez un jeton trésor. Vous créez un jeton trésor. J'ai l'impression qu'ils ont mis des cartes pour favoriser la mécanique trésor, mais qui sont pas dingues quoi. Humble défecteur, je trouve cette carte nulle à chier. Une 2-1 pour 2, on l'engage, on pioche 2 cartes, un adversaire ciblé acquiert le contrôle de l'un des défecteurs, n'activez que pendant votre tour. Alors, puis ça évidemment, j'ai l'habitude de jouer en duel commander, donc t'as vraiment pas envie de faire ça. Quand c'est, vas-y je pioche 2 cartes et puis je la passe à quelqu'un d'autre, c'est ok. Et sachez que comme sa capacité, en gros on va d'abord l'engager, mettre sa capacité sur la pile, et bien si on a un moteur à sacrifice, on peut du coup la sacrifier en réponse. Je trouve un moteur à sacrifice. On n'a pas non plus des milliards, mais on avait par exemple cette carte-là qui disait... donc là, on peut faire une sorte de petit combo de dire j'engage, qu'il n'y a pas dans la pile, je sacrifie une créature pour mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée, bah, ça peut être elle-même par exemple. Et du coup, quand on va résoudre ce truc-là, on va quand même piocher 2 cartes, mais du coup, l'adversaire va acquérir le contrôle de rien, puisqu'il n'y a plus l'un des défecteurs en jeu. Voilà. Mais à part ça, ça m'intéresse pas. Quand même, quand il y a un truc où tu dis ah il faut que les as s'alignent pour que ça devienne intéressant, autant dégager et mettre un truc vraiment fort. Pas bloquer, piocher puis elle meurt. Non, parce que si jamais tu bloques, que tu fais l'effet, quand le mec en prend le contrôle, elle est retirée du combat. Donc non, ça marche même pas. Ça dégage. Réserve scintillante. Pour 3, on l'engage, on ajoute un mana rouge. Mettez un marqueur stock sur la réserve scintillante, ok. Sacrifiez la réserve scintillante, ajoutez un X mana d'une seule couleur de votre choix, X étant le nombre de marqueurs stock sur la réserve scintillante. Bon, ça c'est un... Excusez-moi. Ça c'est un caillou qui va ajouter que du rouge, malheureusement. Donc, qui demande du rouge pour être là, qui ajoute que du rouge, et qui est une sorte de gros trésor, puisqu'on peut donc pouvoir avoir du mana. Alors c'est un trésor, donc ça peut trigger l'effet de lui là, mais encore une fois, je pense pas que ce soit lui qu'on va jouer finalement. Et il y a assez peu de trucs qui mettent des trésors. Ça ajoute que du mana rouge quand on fait ça. Pour faire ça, il faut le sacrifier.
Avant de pouvoir en abuser, il faut vraiment le faire au moins 2-3 fois. Je crois que ça passe pas le cut. Charme de Boros, 4 blessures à une cible, joie ou Planeswalker, ça finit bien les gamins. C'est vrai quand le mec est à 3 ou 4, tu fais un charme de Boros, il fait un peu l'avion. Tu peux quand même, si jamais, donc tu as le choix entre l'un des 3 effets. Tu peux, à la place, dire que les permanents que tu contrôles acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc ça peut être sympa pour quand il y a un board sweeper en face ou bref, ou une grosse phase d'attaque, tu peux protéger. Ou alors une créature ciblée acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. La double initiative, on rappelle que c'est d'abord on va mettre les dégâts pendant l'étape d'initiative. Puis s'il y a toujours la bête et une bête en face, eh bien on va remettre les dégâts dans l'étape normale en même temps que l'autre. C'est quand même plutôt cool. On va laisser cacher d'ésotérisme, on va le laisser parce que c'est le caillou ultime des decks commandeurs, étant donné qu'il coûte que 2, qu'il arrive dégagé et qu'il ajoute le mana dont tu as besoin. Quoi. Donc ça c'est évidemment très bien. Botte de pionnier, la créature équipée à traverser des terrains non base. Alors ça en gros, dans ce qu'on a actuellement, on peut le traduire par un équipement pour 2, qui pour 2 donne imbloquable à une de nos bêtes. Je trouve que c'est le bout du monde. C'est trop cher. Ça donne pas de boost. C'est pas assez bon. Vraiment un truc un peu plus fort que ça. Butin de bandit. Pour 3. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur butin sur le butin de bandit. Capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. On rappelle, un crime, c'est quand on cible un truc adverse. On peut l'engager pour ajouter un mana de la couleur de son choix. Donc c'est un caillou. Et pour 2, on engage, on retire 2 marqueurs butin et on pioche une carte. Bon, alors, les cailloux à 3, encore une fois, pas ceux que je préfère. Mais ça ajoute du mal à la couleur de notre choix, donc ça permet de fixer. Ça permet éventuellement de piocher, parce que, en fait, pour commettre un crime, c'est quand même relativement simple. Donc, ouais, vas-y, on teste ça. Cachet d'Orzhov, alors les cachets, je sais pas s'il y a les 3. Non, il n'y en a que 2. Ce qui peut peut-être tendre à prouver que la couleur principale de ce deck est le noir. C'est qu'il y a beaucoup de cartes qui coûtent 2 mana noir, puisqu'on a on a le cachet de Rakdos, le cachet d'Orzhov, mais on n'a pas les autres. Enfin, on n'a pas l'autre qui est donc le cachet de Boros, qui ferait du blanc et du rouge. Donc voilà. Je suis juste en train de me dire un truc. C'est que chez moi, j'ai d'autres cartes, notamment on a récupéré du... Alors, je n'ai pas beaucoup de cartes chez moi parce que j'essaie de revendre ce qui ne me sert pas. Je suis minimaliste, je ne suis vraiment pas un collectionneur et je me débarrasse de pas mal de cartes. Mais en l'occurrence, on a eu des cartes de Karlov, on a eu des cartes récemment, on a eu des cartes de Ravnica Remastered. Et en fait, clairement dans ce deck, c'est pas déconnant en fait d'ajouter un cachet Boros. Notamment si je joue Olivia, parce qu'en fait, Olivia, elle coûte 4. Et du coup, on va vouloir faire un truc à 2, un cachet à 2. Et au tour 3, mettre, donc en fait le fait de pouvoir filtrer un mana dans 2, ça permet donc déjà d'avoir les couleurs qu'on veut, quoi. Et en plus de ça, de pouvoir mettre un truc à 4 au tour 3. C'est vraiment... Les cachets, quand vous avez un commandeur à 4, c'est vraiment pas déconnant. Et je crois que je suis en train de me dire... Ça dégage. Alors, je reviens juste après. Cachet d'Orzhov, cachet de Rakdos, je crois qu'en fait, je vais pas améliorer les decks ce soir. Je vais faire ça chez moi, je pense. Je vais analyser avec vous. Je vais retirer. Il y a quand même pas mal de cartes que j'ai retirées parce que je trouve qu'elles sont pas forcément fortes. En tout cas en duel commander. Et je crois que dans un second temps, parce que sinon ça va me prendre un peu trop de temps, demain, tranquillement, pas en live, je pense, mais je ferai ça. Et peut-être que je mettrai la liste quelque part, ou peut-être que je ferai une analyse des cartes que j'ai changées. Bref, ne vous inquiétez pas, vous saurez ce que j'ai mis dedans. Mais je me dis qu'en fait, je vais pouvoir aussi taper dans des cartes qui viennent de Ravnica Remaster, qui viennent peut-être d'éditions un peu récentes, notamment pour pouvoir fixer le mana, parce que c'est vraiment ce qu'on veut faire. Si je peux ajouter plusieurs bilands communs, mais qui permettent de fixer le mana, ça peut vraiment être très cool, parce que ce qu'on vient de faire dans ce deck, si on joue Olivia, c'est tour 1, je mets un terrain engagé, tour 2, je mets un cachet d'Orzhov, tour 3, je mets Olivia, et je sais que j'ai tout le mana qu'il me faut, et après je peux dérouler un peu mon jeu, quoi. Donc voilà. Alors pourquoi pas Sol Ring? Pourquoi je râle après Sol Ring? Sol Ring est une carte qu'ils mettent depuis ils n'ont pas voulu bannir en multijoueur. Alors que pourtant c'est évidemment buggé, hein, c'est une carte qui vient de la première édition à la base. Et qui, au moment où Richard Garfield qui crée des cartes en lançant des dés. Et pouvoir pour un seul mana incolore l'engager en ajoutant 2 mana et ajouter 2 mana incolore, c'est complètement con. Et notamment si c'est sorti tour 1. Tour 1, vous mettez ça, ça veut dire que tour 2, vous pouvez mettre un truc à 4 mana. C'est débile. Complètement con. En plus, on peut directement le mettre. On peut très bien faire tour 1, anneau solaire, qui s'engage pour jouer à Cachet Rakdos. Bah, super, la partie n'a pas d'intérêt, notamment un contre 1.
Donc, cette carte-là, on n'en veut pas. Elle est de toute façon, elle est bannie en duel commander. Donc ça fait partie des choses que ça qui dégage. Voilà, voilà. Et ça rajoute de l'incolore, c'est nul. Bon, en vrai, ça aurait été un... Si ça avait été légal ou pas buggé, je pense que je l'aurais mis... Enfin, c'est pas grave si ça ajoute de l'incolore pour le coup. Mais je sais que tu trollais un minimum. Bien, on y va, on y va. Est-ce que je l'ai vu sur mes VOD de 7 heures? Mais figure-toi que j'ai des vues sur la VOD que j'avais fait de 11 heures. Ça avait pas trop mal marché. Hein. Donc, non, non, je m'inquiète pas pour ça. Donc, voici... C'était donc l'analyse... Alors, la deuxième partie de l'analyse du deck Olivia. Je vais mettre ça de côté, voilà. Et je pense qu'effectivement, je partirai sur finalement Olivia. Parce qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à faire cet effet-là, avec notamment... bref, j'ai l'impression que lui, le fait de filer vigilance et célérité, bah déjà, il y a beaucoup de hors-la-loi qui ont déjà enfin plutôt la célérité. La vigilance n'est pas une capa que j'aime beaucoup. Et il va fonctionner avec les trésors. Donc en fait, avec Olivia qui pond des trésors, si je le pose, il peut être sympa. Mais sans ça, il n'y a pas non plus énormément de choses qui mettent des trésors. Donc je pense juste qu'il va gentiment être dans le deck, mais qui ne va pas être notre commandant. Et notre commandante restera Olivia hors-la-loi opulente. À moins que je trouve plein de cartes qui mettent des trésors, mais en vrai, on a surtout envie de maximiser le côté hors-la-loi que plutôt que le côté trésor. Bref, voilà. Rof arrête tout, le PSG qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions. GG à eux. Il y a eu combien du coup? Bon, désolé pour ceux qui ne voulaient pas se spoil. En même temps, si vous ne vouliez pas vous spoil, je pense que vous étiez en train de regarder le match. Qu'est-ce que... Vas-y, fais un petit retour rapide sur ce qui s'est passé. Ils étaient menés, je crois, 2-3 à l'aller. 4-1 pour le PSG. Oh putain, en plus, ils avaient trollé, je crois, le Barça. Ils étaient en mode... bah alors les nuls, enfin, ils avaient un peu chambré de façon forte le PSG, de ce que j'ai compris. C'est un petit peu un retour de bâton quand moi j'avais vécu un petit peu... Bon, j'ai jamais été trop pour le PSG, je m'en fous un peu en vrai. Mais bon, comme c'est une équipe française qui est dans une très grande compétition, de manière générale, que ce soit d'ailleurs au foot ou au basket ou au handball ou en jeu de cartes, il y a quand même ce côté un petit peu, cet esprit un petit peu chauvin, patriote qui arrive en disant « Ah, trop bien, faites-nous vibrer !» Bref. Barça ont pris un rouge en première mi-temps. Ok. Bon, je regarderai le résumé, mais en tout cas, 4-1, c'est bien. C'est genre, voilà. Tiens, on va vous écraser, et basta. On a pris un but à la 12e. Ah, en plus, de base, il y a 1-0 pour eux. Puis leur défenseur central a pris un carton rouge à la 30e, donc ils ont craqué à 10 contre 11. Ah ouais. Il est mérité le carton, ou ils vont râler en disant ouin ouin, on ne devait pas. Il met un gros tacle à la gorge, ou c'est Dutchy. Donc c'est la fin de la petite vidéo sur Olivia. J'attends la réponse à ma question et je passerai sur notre vidéo. Donc sur Twitch, bah, vous restez là. Je vais me faire moi une petite pause bouffe, enfin rapide, mais je reste avec vous sur Twitch, on va discuter un peu. On va parler foot si vous voulez. Et qu'est-ce que je disais? Et je reviens sur YouTube avec donc une vidéo. Qu'est-ce qu'on va se faire? On fout un peu. Bah, on va peut-être rester sur du noir. On va peut-être aller sur Gonti, qui a la classe. Hein. Qui a la classe. Le vol qualifié. Voler des cartes, générer du mana. Et bah, c'est ce qu'on va essayer de faire juste après. Dans une nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? De base, ils nous mettent mal. Carton mérité. C'est pas un gros tacle, mais c'est rouge indiscutable. Très bien. Messi a joué dans quelle équipe? Ou bien il a changé d'équipe à la mi-temps? C'est vrai qu'on se demande tout ça. Et salut à The Garden Online, tu arrives un peu trop tard, mais si jamais tu aimes bien Magic et que tu as un petit peu de temps devant toi, sache que ce n'est pas un 22 minuit aujourd'hui, c'est une nocturne. Et du coup, je suis là encore pour au moins 3-4 heures. Voilà. Bisous à ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas évidemment à mettre un pouce, à commenter si le cœur vous en dit. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo où je parlerai d'autres decks Commander. Voilà, allez bisous tout le monde et vous restez sur Twitch.